va reprendre, n'est-ce pas, avec donc la dernière session de cette riche journée qui est consacrée au consentement. Je voulais préciser juste avant qu'on présente rapidement nos intervenantes que cette session se fait en partenariat avec la Maison des sciences de l'homme, Lyon-Saint-Étienne, et qui est donc, c'est une session jumelée entre le colloque RIPER et puis l'axe genre de la Maison des sciences de l'homme, les rencontres du genre. Et donc nous avons avec nous aujourd'hui, pour développer cette question du consentement, donc deux chercheuses, Manon Garcia, qui est professeure associée en philosophie à l'université de Yale, autrice de La conversation des sexes, philosophie du consentement, qui est donc un ouvrage qui est paru aux éditions Flammarion en 2021, qui sera avec nous en visio. Alors je ne sais pas, Manon, si vous êtes déjà là, mais oui, vous êtes déjà là. Oui, je suis là. Et J'essaye de vous parler depuis 10 minutes, mais en vain. Ok. Donc, je ne sais pas si Alors, vous nous vous m'entendez. entendons très bien là maintenant, mais avant, non. Donc, D'accord. Bon. on avait... D'accord. OK. Je suis là. Super, merci beaucoup. On avait peut-être échangé sur le fait que vous souhaitiez intervertir, mais est-ce que pour vous... Ouais. Je me suis débrouillée pour être là pour toute la durée, donc c'est vraiment comme vous voulez, mais ça me va toujours qu'on intervertisse. Enfin, voilà. Okay, c'était juste pour dire que j'étais là et que. Voilà. Nous sommes ravis. Oui, donc je pense que Manon Garcia, donc si vous voulez commencer, je vais vous donner la parole tout de suite après avoir présenté Catherine Lemagresse, qui elle est doctoresse en droit, ancienne présidente de l'Association des violences faites aux femmes au travail, chercheuse associée à l'ISJPS Paris 1 et autrice elle aussi d'un ouvrage de référence sur le consentement qui s'intitule Piège du consentement pour une redéfinition pénale du consentement sexuel, qui est paru en mars 2021. Donc on a deux disciplines, enfin en tout cas deux manières de regarder le consentement. La première par le prisme de la philosophie et puis la seconde par le prisme du droit, même si bien entendu vous nourrissez vos réflexions les unes des autres, en tout cas des autres disciplines. C'est absolument pas des livres monodisciplinaires. Et donc, on va donner tout d'abord la parole à Manon Garcia qui va nous exposer un petit peu donc son propos et ensuite Catherine Lemagresse interviendra. Je vous remercie. Ouais. D'accord, donc bon, c'est parfait, mais du coup, peut-être qu'on va enlever le PowerPoint. Oui, voilà, je sais pas. Ah voilà, parfait. Ok, super, génial. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas être là avec vous. Moi, je suis dans un endroit à Cambridge, dans le Massachusetts, où il est 11h du matin. Donc voilà, je suis en retard sur vous. Merci beaucoup aux organisatrices de m'avoir invitée pour parler du consentement et surtout avec Catherine Lemagresse pour qui j'ai beaucoup de respect et pour le travail de qui j'ai beaucoup d'admiration, même si je pense qu'on est en désaccord sur certaines choses, mais qu'on va, j'espère, pouvoir exposer et discuter un peu plus tard. Donc, je vais vous présenter un peu la façon que j'ai de réfléchir au consentement, la façon dont j'ai réfléchi au consentement dans mon livre La conversation des sexes. En fait, mon point de départ sur le consentement sexuel, c'est de dire que nous avons des intuitions simplistes sur le consentement sexuel, qu'en fait, on pense globalement qu'on sait ce que c'est. On a l'impression, donc, je pense qu'on a 4 intuitions simplistes. La première, c'est que on a l'impression que c'est très facile de savoir ce que c'est que du sexe consenti et que c'est très facile de distinguer le sexe du viol. Donc on se dit, le consentement, c'est quand on est d'accord. Mais en fait, le travail de la philosophie, c'est de dire, mais ça veut dire quoi, en fait, être d'accord exactement et moi, mon travail sur le consentement sexuel, il provient de mon travail de thèse, qui est un travail sur la raison pour laquelle les femmes consentent à leur soumission et consentent pourrait-on dire, à obéir aux hommes ou à faire comme les hommes veulent qu'elles fassent. Et donc, on voit bien que rien que ça, si on pense que la domination masculine fait que les femmes sont invitées à
se plier au désir des hommes sexuels ou autres, ça va avoir un impact sur le consentement. Ensuite, on pense que le consentement, c'est un problème de droit. Et que voilà, donc c'est ça qui fait que plein de gens disent: «Ah oui, mais être pour le consentement, ça veut dire que maintenant il va falloir, signer des paplards, pour, pouvoir, s'envoyer en l'air», donc vous voyez toute cette espèce de voilà, de panique morale consistant à dire, au fond, ce que les féministes veulent faire, c'est nous empêcher d'avoir des rapports sexuels parce qu'elles vont vouloir tout contractualiser, et cetera. En réalité, on voit bien que dans la vie, c'est plus compliqué que ça, qu'on consent à plein de choses pour lesquelles on ne signe pas des papiers et qui n'ont pas forcément affaire au droit. En particulier, sur le plan juridique, mais je pense qu'on y reviendra avec l'exposé de Catherine après, mais il faut distinguer le consentement en droit civil et le consentement en droit pénal. En droit civil, donc quand on passe des contrats, évidemment que le consentement a partie liée au contrat, à la validité du contrat, etc. Il ne peut pas y avoir de contrat sans consentement des parties. Mais en fait, dans le droit pénal, le consentement et donc dans le droit qui a à voir avec les coups et blessures, les viols, les meurtres, etc., le consentement n'a rien à voir avec le contrat. Le consentement a à voir avec est-ce que il y a eu un crime ou pas. Donc vous voyez bien qu'il y a certains types de crimes qui, s'il y a eu consentement de la victime, ne vont pas pouvoir exister. Par exemple, vous ne pouvez pas vous faire enlever avec votre consentement. Inversement, vous pouvez vous faire assassiner avec votre consentement. Vous allez quand même être mort. Il va quand même y avoir eu crime. Donc, le droit pénal distingue des infractions pour lesquelles le consentement supprime l'infraction, pour lesquelles le consentement ne supprime pas l'infraction. Ensuite, il va distinguer des infractions pour lesquelles le consentement amoindrit l'infraction ou pas. Donc, ça peut être une circonstance atténuante. Mais donc, vous voyez bien, là aussi, on a des intuitions, on pense que c'est évident, en fait, ça ne l'est pas. Ensuite, on pense que on sait très bien ce que c'est qu'un viol. Euh, En gros, les théoriciennes féministes ont montré, et les sociologues et les psychologues, que quand on se représente un viol, on a des images genre un parking, un inconnu, un long couteau. Et en fait, ce que les féministes ont montré, c'est que ce scénario du parking, c'est un scénario fantasmé. Dans l'immense majorité des cas, les viols sont commis non pas par des inconnus, mais par des personnes connues par la victime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viol dans des parkings, mais ça veut dire que statistiquement, vous courez un bien moindre risque d'être violé dans un parking ou en allant faire votre jogging que en partant dans la maison de vacances en famille avec des copains. Donc, on a des idées reçues sur ce que c'est qu'un viol qui sont fausses. Ensuite, on a des idées reçues sur ce que c'est qu'un violeur qui sont fausses. On pense notamment, on a cette espèce d'idée que les violeurs sont des fous horribles, qui sont des marginaux. Tout le scénario du parking va dans ce sens-là, d'accord? Or, en fait, les études sociologiques sur les violeurs montrent que les violeurs, c'est vraiment ce que les Américains appellent the guy next door, qu'ils n'ont aucune caractéristique sociologique spécifique, à part le fait qu'ils commettent des viols et que ce sont des hommes, pardon. Mais dans l'immense majorité des cas, les violeurs sont des hommes et rien d'autre ne les distingue des autres hommes que le fait qu'ils ont commis des crimes. Donc, ils ne sont pas d'une certaine origine, ils ne sont pas d'un certain milieu social, etc. Il y a voilà, donc on se trompe sur les violeurs. Donc, à partir de ces impressions, moi, mon point de départ, c'était de me dire, bon, en fait, on mélange tout, donc il faut prendre un pas, faire un pas en arrière et essayer de réfléchir d'abord au concept de consentement. Quel rôle a ce concept? Est-ce qu'il y a une spécificité du consentement sexuel? Donc, c'est ce que je montre dans le livre, que le consentement, la notion de consentement vient initialement du droit, qu'elle a été appliquée à la politique, puis aux relations intimes à travers la question du consentement au mariage notamment, et qu'ensuite elle s'est mise à devenir une conception centrale
pour deux histoires de la sexualité, ou deux façons de se représenter de la sexualité. D'un côté, il y a la compréhension qu'on qualifie de libérale au sens de la philosophie libérale du consentement sexuel, qui consiste à dire, voilà, donc c'est John Stuart Mill ou même Locke, c'est l'idée de dire, pour que il y ait des rapports entre deux individus qui soient autorisés, il faut que les deux individus donnent leur accord. Voilà, donc vous avez le droit de faire. L'idée, c'est que de John Stuart Mill, c'est que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez entre individus, à condition que les deux individus soient d'accord et que ça n'entrave pas la liberté d'autres gens. Mais vous avez une autre histoire du consentement sexuel qui est importante, notamment dans la réception française de cette notion, qui est l'histoire du consentement, ce qui a été appelé par l'universitaire Claude Habib le consentement amoureux. Donc une histoire héritée de Rousseau et des Lumières françaises, d'une conception du rapport entre les sexes comme complémentarité, dans laquelle, en gros, l'homme propose, la femme dispose. Et dans laquelle le secret de l'amour serait l'activité masculine et la passivité féminine, qu'il y aurait donc où là le consentement est lié à la pudeur. Il faudrait que les femmes consentent pour qu'elles n'expriment pas leur désir. En gros, c'est de dire au mieux les femmes ont le droit d'exprimer qu'elles ne sont pas en désaccord. Mais donc vous voyez que vous avez deux thématisations du consentement sexuel, une qui est une compréhension égalitaire des deux, dans le rapport hétérosexuel de l'homme et de la femme comme des partenaires, des individus qui doivent donner leur accord, et une autre compréhension du consentement sexuel comme fondée sur une complémentarité des sexes qui est une infériorité des femmes. Et donc, pour essayer de comprendre le consentement sexuel, mon point de départ, c'est de dire qu'en fait, nous nous posons principalement la question sur le plan du droit, mais que la raison pour laquelle on donne une certaine place juridique au consentement sexuel, c'est parce qu'on pense qu'il y a des raisons morales de défendre le consentement, d'accord ? Donc, et moi, ce que j'essaye de dire, c'est de dire, en fait, il faut réfléchir d'abord au consentement sur le plan moral. Il faut réfléchir à quelle fonction nous voulons que le consentement ait. D'abord, est-ce que le consentement, ça doit simplement nous aider à distinguer le sexe qui devrait être interdit du sexe qui devrait être autorisé ? Mais aussi, est-ce que le consentement, ça peut nous aider à réfléchir à qu'est-ce que c'est que le bon sexe ? Mais dans tous les cas, il faut réfléchir sur le plan moral, donc sur le plan de ce que nous pensons être des actions bonnes, des actions mauvaises, quelles actions devraient être interdites, avant de réfléchir au plan juridique. Or, donc, à partir de là, je montre que le concept de consentement est utilisé pour résoudre deux problèmes en philosophie morale appliqués à la sexualité. D'abord, la question de savoir quelles sont les conditions pour qu'un rapport sexuel soit permissible, et donc quelles sont les conditions pour qu'un rapport sexuel soit non permissible, c'est-à-dire doivent être interdits, et quelles sont les conditions pour qu'un rapport sexuel soit positivement bon. En gros, la première question, c'est de savoir si le consentement nous fournit un bon outil pour penser ce qu'il y a de moralement mauvais dans certaines interactions sexuelles. Parce que, évidemment, le problème le plus pressant auquel doit se confronter une analyse morale et politique de la sexualité, c'est de savoir comment faire pour que la sexualité ne soit pas le théâtre d'injustice et de violation. Donc, j'utilise violation ici selon ce que fait une philosophe qui s'appelle Linda Elkoff, pour une raison simple. Une partie considérable des violations de l'autonomie et de l'intégrité sexuelle n'est pas violente au sens physique du terme. Donc, en fait, parler de violation sexuelle au lieu de violence sexuelle, c'est pour dire qu'il peut y avoir des violations sexuelles qui ne soient pas violentes au sens physique et qui soient néanmoins des violations. Or, donc, dans la sphère juridique aussi bien que dans la sphère morale, on a pensé que le sexe ne pouvait être problématique que quand il impliquait de la violence physique, et ça a contribué à invisibiliser durablement le mal produit par le sexe obtenu par des moyens plus subtils de contrainte. Le problème des violations sexuelles est un problème de genre en trois sens. Premièrement,
ces violations sont quasiment exclusivement commises par des hommes. Elles ciblent majoritairement des femmes. Et surtout, ça je pense que c'est quelque chose dont on parle pas assez, elles ont un effet sur toutes les femmes et non seulement sur celles qui en sont victimes. En effet, et c'est là que le problème du viol est un problème pour les femmes en particulier, même si, et alors que des hommes et des enfants sont aussi victimes de viol, la menace du viol façonne la vie de toutes les femmes et produit des injustices pour toutes les femmes. Il y a une philosophe qui s'appelle Anne Cahill qui montre que la menace du viol fait que les femmes sont par défaut dans une situation de pré-victime qui façonne ce qu'elles peuvent faire. En gros, l'idée, c'est que les femmes sont élevées à se savoir en perpétuel danger d'être attaquées sexuellement et à devoir sans cesse adapter leur comportement à cette menace. Donc, vous voyez bien l'idée de ne pas sortir seule le soir, ne pas monter dans une rame de métro déserte, s'assurer qu'on a des chaussures avec lesquelles on peut courir, ne pas rencontrer le regard d'un homme dans une rue déserte, ne pas voyager seul. Vous avez donc cette idée que la menace du viol façonne les habitudes corporelles des femmes, leurs déplacements, et que les femmes, d'une certaine manière, s'attendent au viol. Donc, il y a une philosophe que j'estime énormément qui s'appelle Susan Bryson, qui a écrit un livre sur sa propre expérience du viol et qui montre que, bon, elle a été victime d'un viol extrêmement violent physiquement, etc. Mais elle dit qu'au moment où ça a eu lieu, une partie d'elle s'est dit « Ah, c'est donc ça dont on m'a tant parlé depuis l'enfance et contre lesquels on m'a mis en garde ». Qu'il y avait une espèce de... que tout d'un coup, elle comprenait que son existence avait été orientée par la menace du viol. Donc ça veut dire que la menace du viol cause du tort à toutes les femmes. Par conséquent, il est très important d'identifier ces violations sexuelles et le viol en particulier. Or, la conception du viol a été complètement bouleversée par la mise en évidence à partir des années 70 du fait que, comme je le disais tout à l'heure, le viol n'est pas un acte rare et barbare commis par des hommes isolés, marginaux, en manque de sexe, mais par des hommes normaux, qui sont généralement des proches des victimes. Ça a montré que la définition juridique du viol par la violence physique n'était pas adaptée à la réalité du viol et que, surtout, il devenait très difficile de distinguer précisément ce qui relevait du sexe normal et ce qui relevait du viol. Parce qu'évidemment, si... Enfin, ouais, on va revenir là-dessus. Mais en gros, tous les slogans féministes du type « le viol est au sexe, que prendre une pelle dans la figure est au jardinage », qui sont très amusants, posent problème parce qu'en fait, est-ce qu'on sait vraiment... Est-ce que la différence, elle est aussi claire que ça Et donc, la définition qui semble aller de soi aujourd'hui, qui consiste à dire que le viol est le sexe pénétratif ou bucogénital non consenti, pose problème parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement non consenti? Est-ce que ça veut dire qu'on exclut toutes les relations sexuelles obtenues par des pressions, des formes de chantage affectif? Ça fait beaucoup de relations sexuelles, d'accord? Donc, lorsqu'on dit que tout rapport sexuel non consenti est un viol, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par consentement. Notamment, une des questions, c'est de dire si on comprend le consentement comme une permission donnée par quelqu'un à quelqu'un d'autre pour avoir un rapport sexuel. La question est de savoir quelles sont les conditions pour qu'une telle permission soit vraiment donnée et quelle est l'ampleur du consentement. Il y a un philosophe, Tom Doherty, qui prend l'exemple de quelqu'un qui dit à un invité « fais comme chez toi ». L'invité sait intuitivement que ça lui donne la permission, par exemple, de prendre un verre d'eau, mais que ça ne lui donne pas l'autorisation de vendre les meubles de la personne. De la même façon, consentir à coucher avec quelqu'un ne signifie pas qu'on consente à n'importe quelle pratique sexuelle initiée par cette personne. Ça a évidemment des conséquences fondamentales sur la question de savoir comment on peut inférer le consentement d'une personne. Il ne va pas de soi que consentir à des caresses ou à une pénétration digitale implique que l'on consente à une pénétration pénienne. Et quand on entend qu'entrer dans la chambre d'un homme vaudrait consentement au sexe, donc qui est un des grands axes de façon de blâmer les victimes de viol,
on peut se rappeler que l'immense majorité des hommes ne pensent pas, par exemple, que leur partenaire ait le droit de pénétrer digitalement leur anus sans leur demander leur avis au nom du fait qu'ils ont accepté un rapport sexuel. Donc en fait, il y a quand même des limites. On sait intuitivement qu'il y a des limites au consentement sexuel. Ensuite, la question, c'est de savoir si le consentement est produit par une attitude mentale ou par une forme de communication. On se dit bien que le fait qu'on soit d'accord, qu'on sache dans notre tête qu'on est d'accord pour faire quelque chose, ne donne pas à la personne le droit de faire cette chose. Si je pense, ah oui, je suis d'accord pour que ma copine emprunte mon vélo, si je lui ai pas dit que j'étais d'accord pour qu'elle emprunte mon vélo, elle n'a pas la permission de prendre mon vélo. En même temps, on pourrait penser que dire qu'il suffit de donner son accord sans qu'il y ait d'attitude mentale d'accord pose problème, parce qu'on voit bien comment vous pouvez vous retrouver à ne pas avoir dit non, ou à dire oui, pourquoi pas, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'autre solution, mais vous savez que vous n'êtes pas d'accord. Donc, là, il y a ce problème-là. Comment on fait pour s'assurer qu'il y a véritablement consentement? En effet, si on considère que le consentement, c'est juste quelque chose qui s'exprime, la fréquence des relations sexuelles qui ne sont pas consenties, ou bien parce que le consentement n'a pas été exprimé, ou bien parce que la communication du non-consentement n'a pas été reçue par le partenaire, est considérable. Dans ce cadre, dire que tout rapport sexuel non consenti est du viol, ça voudrait dire que tout rapport sexuel qui aurait eu lieu sans que le consentement ait été communiqué serait du viol. Alors vous voyez bien que ça pose problème, parce que même si on peut se dire oui, bah, c'est un problème Enfin, il faut impérativement comprendre le consentement comme quelque chose qui se communique. Si vous réfléchissez à votre propre expérience sexuelle, vous allez voir qu'en tout cas sur le plan verbal, il est probable qu'il y ait énormément de rapports sexuels que vous ayez eus où vous n'avez pas donné votre accord verbal. Alors, la question, c'est est-ce qu'on voudrait que tous ces rapports sexuels où on n'a pas donné son accord verbal n'existent plus, peut-être, mais je pense qu'on a l'intuition qu'on ne peut pas considérer que tous les rapports sexuels dans lesquels on n'a pas donné un accord verbal étaient du viol. Ça irait contre en fait l'expérience vécue du viol par les victimes de viol, notamment. Et donc la question, le problème, c'est le suivant. Ou bien on considère que tout rapport sexuel pénétratif auquel aucun des partenaires ne s'est opposé est consenti, et dans ce cas, il semble vraisemblable que toute interaction non consentie est un viol. Ou bien on considère que le consentement, c'est plus que la non-résistance ou l'acquiescement passif et qu'il faut qu'il soit communiqué, auquel cas, on est obligé de dire que ce n'est pas la même chose, le sexe non consenti et le viol. La première solution consistant à dire que tout rapport sexuel pénétratif auquel aucun des partenaires ne s'est opposé et consenti est un problème pour une série de raisons. La première, comme le montrent beaucoup de psychologues, de médecins, de féministes, c'est celle de la sidération. La paralysie fait partie des réflexes de défense humaine, et elle est observée chez un nombre considérable de victimes d'agressions sexuelles. Et en plus, outre ce réflexe physique de paralysie, d'autres raisons peuvent faire qu'une femme ne soit pas capable de refuser un rapport sexuel. La plus évidente, c'est la menace de violence physique. La prévalence de la violence masculine contre les femmes, le fait que les femmes sachent que beaucoup d'hommes n'hésitent pas à recourir à la violence physique lorsqu'ils n'obtiennent pas les faveurs sexuelles auxquelles ils estiment avoir droit, fait que les femmes ont de bonnes raisons d'avoir peur d'être non seulement violées, mais battues si elles s'opposent à un rapport sexuel. En plus, et ça, je pense que c'est une question très importante, exiger qu'une personne dise non pour refuser un rapport sexuel va à l'encontre, d'une part, des normes sociales de communication et d'autre part, des normes de féminité. Donc, il y a des linguistes qui ont montré qu'en fait, dans l'immense majorité des cas dans la vie, on ne refuse pas des propositions en disant non. Si quelqu'un vous dit est-ce que tu veux venir dîner à la maison ce soir ?
on lui dit pas non. On dit oui, pourquoi pas, il faut que je voie, je te tiens au courant. Donc en fait, c'est vu comme extrêmement agressif quand quelqu'un vous fait une proposition de dire non. Ça n'est pas la réponse préférée, ce que les linguistes appellent la réponse préférée, parce qu'on n'a pas envie d'être blessant, etc. Or, on sait en plus que les femmes sont socialisées à ne pas avoir de réponse abrupte ou qui pourrait être vue comme blessante. Donc, quand on attend qu'une femme dise non si elle ne veut pas, cette attente est déraisonnable parce qu'elle est trop coûteuse, et sur le plan des normes sociales générales et sur le plan des normes de la sexualité. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas simplement dire que les femmes devraient dire non et que sinon, tant qu'elles ne disent pas non, il y a un viol. En plus, il y a la question de savoir si les hommes mécomprendraient les signaux d'intérêt que les femmes envoient et que les hommes envoient. En fait, on a longtemps pensé que les normes de genre créaient des effets de malentendu entre les sexes qui conduisaient les hommes à régulièrement voir une intention sexuelle là où les femmes n'en avaient pas. Les expressions du consentement et du non-consentement devaient du coup être le plus clair possible pour éviter ces malentendus. En fait, il y a eu une invalidation de ces études de psychologie sociale parce que les études faites en laboratoire montrent que les hommes et les femmes mis devant les mêmes situations et les mêmes scénarios interprètent les situations exactement de la même façon. Les hommes n'ont aucun problème à comprendre le refus. Par ailleurs, le fait qu'un nombre considérable de violeurs ait commis plusieurs viols de plusieurs victimes va à l'encontre de l'hypothèse du viol comme malentendu. En fait, il n'y a pas de malentendu ni de problème de communication du consentement. Les violences sexuelles proviennent du fait que les hommes décident d'ignorer le non-consentement des personnes à qui ils imposent du sexe. Donc il y a une étude notamment qui est très intéressante où ils exposent les hommes et les femmes à des situations comme ça, et puis ils font les mêmes tests en donnant de l'alcool aux hommes. Plus les hommes sont alcoolisés, plus ils ont des risques de passer par-dessus le consentement. Donc ça nous conduit à penser que c'est difficile, qu'on ne peut pas juste dire le consentement, si on ne dit pas non, c'est qu'il n'y a pas viol. Et en même temps, il y a le deuxième problème qui est la question de ce qu'on a pu appeler la zone grise, d'accord ? Donc c'est-à-dire de tous ces cas où on peut ne pas vouloir, au fond de soi, avoir un rapport sexuel et pour autant avoir un rapport sexuel. Donc l'expression de zone grise est apparue dans le discours médiatique français après MeToo pour décrire ces expériences sexuelles qui ne relèvent pas à proprement parler du viol ou qui ne sont pas punissables par la justice et qui pourtant sont des expériences parfois traumatisantes ou du moins qui posent problème sur le plan moral et politique. Donc il y a une psychologue néo-zélandaise, Nicola Gavey, qui a écrit un livre très important qui s'appelle Just Sex, The Cultural Scaffolding of Rape, qui a été la première à utiliser ce terme de zone grise pour la sexualité. Et Gavey montre dans ce livre que le viol a été conçu par les philosophes, les psychologues, etc., d'une certaine manière, mais que, en fait, les femmes hétérosexuelles font une différence entre le viol et des rapports sexuels qui ne sont pas exactement, qui ne sont pas consentis, mais qui pourtant ne sont pas pour elles du viol. Donc, je cite Gavey, « Nombre de femmes m'ont parlé d'expériences qu'elles ne qualifient pas de viol, mais que je trouvais difficile de ne voir que comme du sexe. Parmi elles, des situations dans lesquelles un homme avait exercé des pressions qui ne reposaient pas sur le recours ou la menace de recours à la violence physique, mais auxquelles la femme s'était sentie incapable de résister, comme des rencontres dans lesquelles un homme était dur et brutal et la femme décrivait avoir laissé le sexe avoir lieu parce qu'elle se sentait incapable de l'empêcher, mais aussi des histoires de situations dans lesquelles un partenaire masculin ne recourait pas du tout à la contrainte directe, mais où la femme se retrouvait néanmoins à accepter du sexe qui n'était ni désiré ni apprécié, parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir le droit de l'empêcher ou parce qu'elle ne savait pas comment refuser. Tous ces différents témoignages dans leur diversité font signe vers une zone grise complexe entre ce que l'on peut considérer comme relevant du sexe mutuellement consenti d'un côté et le viol ou la contrainte sexuelle de l'autre. Donc,
elle montre, Davy, qu'il y a une typologie de raisons que les femmes peuvent avoir de ne pas empêcher de telles interactions, que parfois c'est véritablement de la contrainte, mais parfois c'est aussi des normes sociales. Par exemple, elle prend l'exemple d'une femme qui explique que ça fait partie de l'image qu'elle a d'elle-même d'être une fille cool, qui n'a pas froid aux yeux, qui couche avec plein de mecs, etc. Et que du coup, elle n'arrive pas à refuser des rapports sexuels dont elle n'a pas envie parce qu'elle a peur que ça détruise cette image-là qu'elle a d'elle-même. Donc, ça aussi, ça appartient à la zone grise. Est-ce qu'il y a des normes de genre qui font que les femmes sont invitées à une certaine forme de disponibilité sexuelle et culpabilisées si elles mettent fin à cette disponibilité sexuelle. Du coup, ce que ça montre, c'est que, enfin, ce que montre à mon avis la zone grise, c'est que d'une part, il y a un continuum plutôt qu'une binarité claire entre sexe normal d'un côté et viol de l'autre. Et d'autre part, qu'il y a une différence claire au niveau individuel entre le sexe activement voulu ou consenti et le sexe non voulu ou non consenti. Au lieu d'une distinction entre le sexe normal et le viol, où en gros, on se dirait le sexe normal, c'est ce qui se passe la majorité des cas, et le viol, c'est un crime grave et rare qui est très facile à définir dans son caractère exceptionnel, on comprend que le viol est un cas extrême d'un continuum de relations sexuelles non voulues, qui représente vraisemblablement une partie considérable des relations sexuelles, et qui identifie clairement ce qui permet de faire la différence entre les relations sexuelles de bonne qualité morale et les autres, est plus difficile qu'on pourrait le croire. En fait, si vous y réfléchissez, vous voyez que en fait, énormément du sexe quotidien n'est pas absolument et positivement consenti. Si le critère de légitimité des relations sexuelles est qu'elles soient absolument et positivement consenties, il y a fort à parier qu'une part considérable du sexe quotidien soit illégitime. C'est le sexe voulu plutôt que le sexe non consenti qui semble faire figure d'exception. Dans le même temps, les femmes interrogées par Gavey et par d'autres sociologues montrent que chacun et chacune, et les femmes en particulier, fait une différence entre les rapports sexuels voulus et ceux qui leur ont été imposés. Pour ces femmes, les actes sexuels peuvent être voulus, désirés, appréciés, et l'érotisme peut faire partie des grandes joies de l'existence, y compris dans un contexte patriarcal. Mais du coup, si l'expérience normale du sexe est souvent une expérience de non-consentement, et que d'un autre côté, le sexe est une expérience qui peut être non seulement plaisante, mais profondément structurante pour l'expérience humaine, alors la question, c'est de savoir quel rôle le consentement peut jouer pour qu'on puisse concevoir une façon d'avoir du sexe qui soit épanouissante, ou d'avoir des rapports sexuels, disons, qui soit épanouissante, et qui change en gros l'effet statistique de l'immense majorité des relations sexuelles non consenties. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, merci Manon Garcia juste pour nous avoir montré toutes les subtilités du consentement. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas, notamment sur la zone grise. Moi, je trouvais que il y a plein de questions. Est-ce que vraiment c'est les femmes qui distinguent le viol de situations dans lesquelles le sexe n'est pas voulu de celles qui n'en seraient pas, ou est-ce qu'elles n'arrivent pas à qualifier parce que justement il y a des impensés et des images stéréotypées qui les font ne pas qualifier. Bien sûr, ça et votre exposé pose plein de questions, mais je vais laisser la parole à Catherine de Bagresse qui va présenter sous un autre angle, peut-être, si on arrive à avoir accès aux diapos. Je vais commencer pendant que nous recevons une aide qui sera sûrement très efficace. Bonjour à toutes et à tous. Grand merci pour votre invitation. On a été dans les coulisses de la préparation de ce colloque. On a vu le travail que ça représentait.
Et je dois dire que voilà, ces remerciements viennent du cœur. C'est un colloque, j'avais envoyé le programme à une amie qui m'a dit « Waouh, c'est super, c'est un colloque qui dépote ». Et c'est vrai qu'on a rarement une cohérence politique affichée d'emblée dans un programme de colloque, et c'est très agréable. Alors moi, je suis le fruit d'un double apprentissage. Je suis juriste de formation. C'est pas à l'université que j'ai appris ce qu'étaient les violences sexuelles, puisque j'en ai jamais entendu parler dans tout mon cursus de formation universitaire. J'en ai entendu parler en intégrant la VFT, dans laquelle j'ai été pendant plus de 15 ans, donc l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, et en écoutant les victimes. Et ça fait à peu près 30 ans que je les écoute. Et ce sont elles vraiment qui m'ont appris ce qu'étaient les violences masculines à l'encontre des femmes. L'autre pôle, ça a été un pôle intellectuel, ça a été la découverte des écrivaines, autrices féministes, notamment celles qui critiquent le droit, et donc qui portent une analyse critique du droit. Et puis il y a quand même eu quelques belles rencontres plus tard, beaucoup plus tard, alors que j'étais déjà une juriste féministe engagée, avec par exemple le groupe Régine, donc je salue 3 camarades qui sont présentes, qui a écrit ce gros livre rouge, La loi et le genre, aux éditions du CNRS, qui est une critique, une analyse globale de tous les champs du droit. C'est un ouvrage rare, donc il faut souligner sa présence. Mais donc voilà, entre l'écoute des victimes et une construction intellectuelle, le féminisme a permis de comprendre les violences, en fait. En écoutant les victimes venant d'une culture juridique classique, c'est-à-dire universaliste, qui ne pense pas qu'il y a une domination qui existe dans la société, ou qui ne le dit pas franchement, je ne comprenais pas les violences. Je ne comprenais pas ce que ces femmes me disaient. Et c'est le féminisme qui m'a permis de comprendre, de mettre une dimension politique sur les violences. Alors, quelques précautions oratoires, j'ai employé le mot victime et non pas plaignante, donc victime au sens général, et donc qu'elles aient été ou pas reconnues dans le cadre d'une procédure pénale. Et je me référerai à des victimes femmes et à des victimes hommes, ça a été beaucoup dit, mais c'est ce qu'on observe statistiquement. Voilà, ça c'est pour la précaution oratoire. Et alors, si j'en viens directement au sujet qui nous occupe du consentement, je dirais que une observation que j'ai faite, à la fois dans les dossiers et dans les audiences, soit devant le tribunal correctionnel ou en cour d'assises, c'est que ceux qui invoquaient le consentement, c'était évidemment toujours les mises en cause. Le consentement ne fait pas partie du vocabulaire des victimes. Les victimes, elles disent « j'étais pas d'accord, j'ai pas voulu, il m'a forcé ». Elles disent pas « j'étais pas consentante ». Les mises en cause disent toujours elle était d'accord. Et quand, à partir du moment, elle était consentante, pardon, à partir du moment où ils disent ça, tout de suite, il y a affolement général. Ça sème le trouble. C'est très efficace comme stratégie. Et très souvent, on a tendance à dire si elle était d'accord, alors circuler, il n'y a rien à voir. Alors, heureusement, on ne s'arrête pas si rapidement, mais quand même. C'est une technique, d'ailleurs conseillée par les avocats. J'ai en tête un exemple d'un violeur qui est mis en garde à vue après la plainte d'une femme, et c'était son employeur, qui, lors de l'entretien, première audition donc, dans les locaux du commissariat, reconnaît qu'elle était effectivement peut-être pas complètement d'accord. Bon. Arrive son avocat, donc première heure de garde à vue, qui lui conseille de tout nier, de dire qu'elle était consentante. Et donc on voit PV de procès-verbal de première audition, PV donc la notification que l'avocat arrive en garde à vue, deuxième PV d'audition, bascule complète du discours, elle est devenue consentante. Le consentement est donc complètement au cœur des débats judiciaires, et pour autant, il est complètement absent du droit. Alors, pas de tout le droit, parce qu'effectivement, ça a été rappelé, en droit civil, on le trouve à peu près partout, hein, vous le savez, en droit des contrats, vous faites hospitaliser, vous devez cocher toutes les cases comme quoi vous êtes bien consentante, si, ça. Quand vous achetez le moindre truc sur Internet, il faut cocher la case, sinon vous n'arrivez pas à acheter votre objet. Donc on sait ce que c'est que le consentement. Ça, c'est quelque chose qui est très facile. Mais étrangement, évidemment, vous sentez une forme d'ironie dans mon ton, quand il s'agit des relations hommes-femmes, le consentement se volatilise. Sauf quand le consentement est invoqué pour légitimer l'oppression des femmes.
Quand on parle de prostitution, tout d'un coup, on va dire que les prostituées sont consentantes. Pour la GPA, les femmes consentent à louer leur utérus. Dans la pornographie, et en ce moment on a un procès, je reviendrai en conclusion dessus, mais deux procès très importants qui mettent en cause tout le mouvement, toutes les entreprises de pornographie, les femmes aussi sont supposées être consentantes. Donc, le consentement des femmes, on s'y intéresse quand il peut être invoqué pour légitimer leur oppression. Alors, comment résoudre cette énigme ? Pourquoi est-ce que le consentement n'est pas... on ne s'intéresse pas à ce que disent véritablement les femmes ? Je vais poser une hypothèse, qui n'en est pas une, qui est mon outil de travail. C'est que le patriarcat a organisé l'accès des hommes aux femmes et jusqu'à la loi du 21 avril 21 aux mineurs, aux enfants, en posant une présomption de consentement. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Et je suppose que je fais comme ça, et ça fonctionne, c'est super. Donc, en 4 temps, vous présentez rapidement le droit pénal relatif aux violences sexuelles, la critique que l'on peut faire de ce droit, les propositions de réforme législative et les résultats qui sont espérés. Donc, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, j'ai clairement un agenda politique de modification du droit pénal. Alors, le droit pénal relatif aux violences sexuelles, là, vous avez l'article 222-22, qui est ce qu'on appelle l'article chapeau, qui ouvre la section 3 dans le Code pénal, qui traite des atteintes sexuelles. Donc, voilà, constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace, surprise. On vous en a déjà parlé tout à l'heure, Madame Porcher vous en a parlé. Si je m'arrête maintenant plus particulièrement sur la définition du viol. Donc, tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital, commis sur la personne d'autrui, sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace, surprise, est un viol. On voit qu'il n'est absolument pas question de consentement, là. Le mot ne figure nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, et on arrive à la critique de ce droit, que si l'on arrive, et ça a été dit, mais je vais le reformuler différemment, si on n'arrive pas à prouver qu'il y a eu une forme de violence, de contrainte, de menace ou surprise, il n'y a pas viol, il n'y a pas agression sexuelle. Si je prouve simplement que la victime a refusé, n'était pas d'accord, ça ne suffit pas à constituer le viol. Pourquoi ? Parce qu'on a une défiance historique, pluriséculaire, à l'encontre de la parole des femmes. On ne peut pas dépendre de la parole des femmes. Il va falloir l'objectiver. Et l'avantage des violences, contraintes, menaces, surprises, qui sont abrégées par VCMS, c'est qu'on a quelque chose d'objectif. On ne dépend plus de la parole des femmes. Et donc, on voit bien là nos stéréotypes. Il a été question de stéréotypes ce matin, et c'est très important. De les femmes mentent, Édouard Durand, les enfants mentent, mais les femmes aussi, elles mentent. Donc, contre tous ces menteurs et menteuses, il va falloir se prémunir des fausses accusations. Vous voyez le débat public, la fausse accusation revient en permanence en ce moment. Or, on sait, les statistiques nous l'enseignent, que les fausses allégations concernent moins de 5%, allez, moins de 10%, mais c'est plutôt 5% des procédures. Ça veut dire que dans 90 à 95% des situations, les plaignantes et les plaignants disent vrai, enfin, dénoncent des choses qui se sont véritablement passées. Donc, pour éviter de dépendre de la parole des plaignants et plaignantes, on va s'appuyer sur ces violences, contraintes, menaces, surprises, qui sont donc des modes de preuve. Le fait que quand même la preuve du défaut de consentement ne suffise pas à constituer l'infraction, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même très violent. Ça veut dire je dis non, en gros on s'en fiche. Si tu as été sidéré, même si lui dit que, alors évidemment, s'il a la bêtise de dire, il a reconnu qu'il avait dit non, c'est pas très bon pour lui, mais en général, il ne l'aura pas. On va voir que quand même, on a quelques jurisprudences où ça y est quand même. Alors les implicites de ces définitions, c'est qu'effectivement, le droit pénal repose sur une présomption de consentement. Présomption de consentement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'a priori, les femmes sont d'accord, sont disponibles sexuellement. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la personne d'ailleurs, et que donc ce qu'on attend des victimes, c'est qu'elles résistent.
ça a été un peu dit, qu'elle résiste, ou au moins qu'elle refuse, mais qu'elle refuse clairement. Hein. Il y a un procès-verbal d'un agresseur qui disait oui, elle a dit non. Non, si elle aurait dit non, j'aurais arrêté, sic, mais elle a seulement dit non. Ok. Donc, bah oui, toujours le refus des femmes, on s'assied dessus. Alors, juste par rapport à ce que disait Manon tout à l'heure, les femmes refusent, en fait, dans tous les dossiers qui m'a été donné de lire et de travailler, et c'est le premier chapitre du livre, les femmes refusent. Simplement, elles refusent effectivement avec des codes sociaux qui leur sont dictés par leur socialisation. Toutes les femmes n'ont pas appris à s'affirmer, à crier, etc. Non, on est plutôt socialisé à la gentillesse et à l'évitement poli. Donc, on va attendre des femmes qu'elles résistent, et qu'elles résistent de façon à être entendues par, y compris des gros machos. Et donc, parfois, on trouve des jurisprudences sur sa résistance était quand même assez discrète. Donc, il n'a pas compris qu'elle n'était pas d'accord. Puisqu'il y a cette présomption de consentement, a priori, elle est d'accord. Et là, je vous renvoie à un des arrêts qui a été si important, le procès d'Aix en 1978, qui a été à l'origine de la loi du 23 décembre 1980, qui est la dernière grande loi qui a redéfini le viol, où la juge d'instruction, donc pour mémoire, deux jeunes femmes belges qui font du camping dans les Calanques du côté de Marseille. Dans l'après-midi, il y a un gars du coin qui vient les draguer. Il se fait assez sèchement rabrouer. Il n'est pas content et donc il revient avec ses copains le soir avec le dessein très clair de violer ces femmes. Ce qu'ils arrivent à faire, elles commencent par se débattre très vigoureusement, puisqu'il y en a même une qui prend le maillet qui sert normalement à rentrer les piquets de la tente et qui assène un coup sur la tempe de l'autre. Bon, il saigne, on voit que quand même, ce n'est pas exactement le signe d'un consentement. Donc, elles se débattent et puis elles finissent par n'en plus pouvoir et avoir peur de mourir aussi, parce qu'il les menace très clairement de mort. Donc, bon, voilà, qu'est-ce que je fais quand on me menace de mort? Je me laisse faire. Et la juge d'instruction, au moment de son instruction, va dire que c'est pas un viol, elle va renvoyer seulement ça pour coups et blessures volontaires, parce que, comme elles ont arrêté de résister, ils ont pu croire qu'elles étaient consentantes. Voilà, jusqu'où peut aller l'attente vis-à-vis de la résistance. Alors, on est en 1978, on peut espérer que on ne trouverait plus des jurisprudences de ce type. C'est un espoir qui est parfois déçu. Alors, l'application de ces textes par les tribunaux, parce qu'on se dit, quand même, il y a ces violences, contraintes, menaces, surprises, ça veut dire que quand même, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on les a, ces éléments de violence, contraintes, menaces et surprises. Mais encore faut-il s'accorder sur comment les magistrats, puisque là, on rentre dans une analyse subjective des magistrats, qu'est-ce qui constitue une violence, une contrainte, une menace ou une surprise? Alors là, je n'ai pas le temps de développer, mais ce qui est très clair, c'est que c'est une appréciation plutôt restrictive de ces éléments, et ça veut dire qu'on en arrive à une... alors là, je vais être obligée de vous la lire, parce que je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors, je termine sur l'appréciation restrictive de violence, contrainte et surprise. Ça veut dire que ce seront vraiment les situations de violence lourde, de type des gifles, alors la jurisprudence, elle a la dent cassée, elle a le bras cassé, elle a des choses qui sont quand même assez costauds. Sur la surprise, c'est quand la personne dort, quand elle est sous emprise d'alcool, par exemple. On a un certain nombre de jurisprudences qui concernent des personnes en situation de handicap, mais pas toujours, parce qu'on a aussi des situations de personnes en situation de handicap, donc mental par exemple, où les magistrats disent « Ah, mais on ne sait pas, parce qu'en raison de son handicap, peut-être qu'elle était d'accord. Okay » Et puis sur la menace, la menace c'est une des choses les plus faciles à caractériser. Dans la contrainte, par exemple, est-ce que la contrainte économique est considérée comme... Est-ce que le fait, par exemple,
céder parce que sinon on perd son travail, c'est considéré comme une contrainte. Pour moi, de façon évidente. Pas pour la jurisprudence. La Cour de cassation n'a toujours pas reconnu que la contrainte était économique, que le fait de risquer de perdre son travail, d'avoir peur de perdre son travail, est considéré comme une contrainte. Voilà, un exemple d'une jurisprudence qui est parfaitement restrictive, d'une appréciation qui est parfaitement restrictive. Alors, sur l'appréciation stéréotypée des réactions des victimes, et ça, je l'ai mis parce que ça date de la semaine dernière. Et donc, c'est ce dont Lénaïque Bridoux parlait ce matin, cette affaire où 4 jeunes hommes ont déposé plainte donc pour agression sexuelle contre leur ancien chef scout qui, alors qu'il dormait, alors il dormait dans le même lit, ce qui est déjà évidemment assez étrange, mais on va dire que le scoutisme, peut-être, parfois il n'y a pas beaucoup de place dans les tentes et donc on est obligé de se mettre collé serré, bon d'accord, mais même collé serré, on n'attend pas d'un chef scout qu'il pose sa main sur le sexe des jeunes hommes qui sont ses voisins. Et donc, 4 jeunes hommes ont déposé plainte contre ce chef scout qui, malheureusement, entre-temps, est devenu un haut gradé de la police. Ce qui ne favorise pas une instruction et un développement totalement serein, on va dire. Et donc là, le jugement correctionnel donc, du tribunal de La Rochelle, qui vient d'être rendu, alors là, le tribunal s'est fondé sur l'intention coupable. Peut-être que lui, il n'avait pas bien compris qu'il n'était pas d'accord. Alors il dormait. Je vous rappelle que normalement, quand on dort, il y a l'élément de surprise. Parce que quand on dort, on n'est pas en état de dire oui ou de dire non, d'ailleurs. Mais là, on oublie qu'il dormait. Et donc, l'intention coupable relève de la conscience de son auteur, de l'absence de consentement de la victime, qui se doit de manifester son refus. Mais oui, mais il dormait. Ce qui n'a pas été le cas. Ah oui, mais il dormait. Elle n'avait pas bougé ou avait pris une autre position dans le lit avant de se rendormir. Donc là, il est très clairement reproché à la victime son comportement. C'est pas à monsieur de ne pas mettre la main sur le sexe du jeune homme. C'est au jeune homme de prendre la main, éventuellement de lui coller à pain. Enfin, il y a peut-être aussi quelque chose autour de l'homophobie qui fait que, et puis d'une attente viriliste, un homme vrai, il ne se laisse pas faire. Il réagit. Peut-être que pour une femme, la surprise aurait été retenue. C'est une hypothèse. Alors, l'application particulière des plaintes aboutissant à une condamnation, c'est qu'on en arrive à des caricatures de violences sexuelles qui sont réprimées. Quand vous regardez ce que j'appelle la physionomie du contentieux, quand on lit les affaires, on dit, bah oui, quand même, heureusement que là, l'agresseur a été condamné. Parce que sinon, autant arrêter de déposer plainte. Donc, c'est très caricatural. Et j'appelle ça un droit de l'abus, parce qu'en fait, quel est le signal qui est envoyé aux hommes violents, ou aux hommes qui ne se croient pas forcément violents d'ailleurs, c'est que tu as le droit de faire tout ça, mais tu n'as juste pas le droit d'abuser. Donc, quand tu commences à utiliser violence, contrainte, menace, surprise, là, tu abuses. C'est pour ça que j'appelle ça un droit de l'abus. C'est que par défaut, vous pouvez y aller. Par défaut, il y a une présomption de consentement. Alors, et les mineurs parce que ce droit, c'est exactement le même pour les mineurs, quand même. Il faut se rendre compte de l'inhumanité absolue. Il y a quand même des pénalistes qui se sont réjouis quand la Cour de cassation, en 2005, dans une affaire où un oncle avait agressé ses neveux et nièces, qui avaient entre 18 mois et 5 ans, pour lequel la Chambre de l'instruction avait dit il n'y a pas viol, puisqu'il n'y a pas eu violence, contrainte, menace, surprise. Évidemment, entre 18 mois et 5 ans, on n'a pas trop besoin d'utiliser violence, contrainte, menace, surprise. On a juste besoin d'agresser. Et ça se passe très bien, effet de sidération, les enfants ne savent pas ce qui se passe de toute façon, etc. Donc là, la Cour de cassation avait dit, compte tenu de leur jeune âge, qui les rendait dans l'impossibilité de comprendre ce qui leur arrivait, là, elle a cassé. Moins de 5 ans, on était protégés. Ça fait jeune quand même. Donc ça veut dire entre 5 ans et 15 ans, on tombait sur l'atteinte sexuelle dont on a parlé. Alors, il y a eu tous les débats autour de la loi du 3 août 2018 sur lequel je passe, puisqu'on on en a parlé tout à l'heure avec Mme Porchy et puis M. Rosenzweig. Enfin, un interdit légal. C'était quand même une demande depuis plus de 20 ans des associations féministes et des associations de protection de l'enfance. Un interdit légal, et vous voyez en rouge la phrase qui fâche, à condition, alors là je ne rejoins pas Mme Porchy, qu'il y ait un différentiel d'âge de 5 ans.
Alors ça, on le doit à un amendement de M. Dupond-Moretti, qui est un grand ami des victimes de violences sexuelles, comme on le sait. Alors cet amendement, quand on rédige un amendement en tant que ministre de la Justice, on peut supposer qu'il a été mûrement réfléchi, mûrement travaillé. On regarde la page d'amendement, aucune justification, aucune référence à aucune étude statistique. On sait qu'aujourd'hui, la moitié des viols qui sont condamnés concernent des mineurs. Ça veut dire que ce sont des mineurs qui sont des violeurs. Donc ça veut dire qu'on a un gros problème, d'ores et déjà, de violences sexuelles qui sont commises par des mineurs. Alors, est-ce que par l'opération du Saint-Esprit, qui est que quand on passe 18 ans, on devient plus agresseur? J'ai un doute. Donc, évidemment, on a un problème sociétal de jeunes majeurs de 18 ans, de 19 ans, qui vont continuer à agresser des mineurs de moins de 15 ans et d'autres âges. Et donc, ça veut dire que par cette dérogation à l'interdit légal, eh ben, on expose tout simplement des enfants de 14-15 ans, puisqu'il faut un écart d'âge de 5 ans, donc ce 14 ans plus 5 ans, ça fait 19 ans. Donc celui qui a 18 ans, il n'est pas dans cet interdit légal-là. Et donc pour la mineure de 14 ans, eh ben, il faudra prouver violence, contrainte, menace, surprise. Merci, Monsieur Dupond-Moretti. Voilà, pour cet interdit légal qui est effectivement très important. Mais alors, il y a une dérogation à la dérogation qui est sauf en cas d'inceste et de prostitution. Alors, pourquoi est-ce que je parle du piège du consentement? Parce que, je le disais en introduction, le consentement, il est invoqué quand, le plus souvent, pour légitimer une oppression des femmes. Et il est allégué par l'agresseur. Mais alors, est-ce que ça veut dire que... Alors voilà, donc, comment ça se manifeste? Donc, elle a dit non, mais comme je n'ai pas utilisé de violence, contrainte, menace et surprise, c'est pas grave. Le refus exprimé n'a pas de valeur. Ça, on l'a vu. Elle n'a rien dit, donc je pensais que c'était bon. Et ça, quand vous faites des interventions auprès des jeunes dans les lycées et que vous leur demandez, oui, mais quand elle dit rien, ah ben quand elle dit rien, c'est qu'elle est d'accord. Parce que sinon, elle dit quelque chose. Donc, oui, mais si elle est sidérée, ah bah alors ça, moi, je ne peux pas le savoir. Qui ne dit mot consent. On a quand même ça qui est très présent dans notre culture, pas que populaire. Elle a dit oui, et là, on va poser la question de la validité du consentement. Alors, très souvent, on dit oui, mais alors, tout ça, c'est super compliqué. C'était un petit peu en filigrane de toute notre journée. Alors, j'ai essayé de simplifier à l'extrême. Vert, orange, rouge. Vous savez, en voiture, on connaît ce code couleur. Okay. Donc, dans le code couleur, vert, c'est quand il y a désir, réciprocité, et qu'on va prendre en compte le désir de l'autre et être en relation avec l'autre. OK ? On suit ? Tout le monde suit ? Orange, c'est quand il y a un malaise, quand il y a une ambiguïté, quand il y a des non-dits, quand il y a un contexte d'inégalité de pouvoir, d'inégalité de situation, d'inégalité d'âge, d'inégalité de situation sociale, papier sans papier. Voilà, toutes ces situations où on doit s'interroger. Quand l'autre fait la tronche, a priori, c'est pas ce que j'appelle l'expression d'un désir. Donc, quand l'autre fait la tronche, on va dire, moi, j'ai pas l'impression que tu es très présente là. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer ce que nous avons commencé et entrepris? Alors, évidemment, c'est pas agréable parce que l'autre peut dire non. En fait, je pense à autre chose. Non, j'ai un examen super stressant demain. Je préférerais aller prendre une tisane. Bon, oui, on arrête. Ça peut être frustrant, je vous l'accorde. Rouge, c'est quand l'autre a exprimé un refus, et non, c'est un refus. Quand elle est dans l'incapacité de consentir, là je vous renvoie à la vidéo La tasse de thé, qui est assez explicite là-dessus. Alors quand on dort, quand on est alcoolisé, quand on est en situation de handicap mental, quand on est mineur, mais bon, ça, la situation est réglée maintenant, c'est rouge, on n'y touche pas, point, on arrête. On n'essaye même pas en fait. Et c'est pas une position, alors c'est une position morale, ça n'est pas une position moraliste, c'est juste la protection, le respect de la liberté d'autrui. Alors, les propositions de réforme législative, je suis assez tranquille parce qu'en fait, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. On va devoir changer notre droit parce que nous avons nos obligations internationales. Alors, je passe sur le droit de l'ONU, non pas qu'il ne soit pas intéressant, mais parce que c'est un droit plus mou que
la Convention d'Istanbul que nous avons ratifiée, qui a été évoquée par Édouard Durand tout à l'heure, et dans lequel il y a une définition du consentement positif à l'article 36.2. Donc je rappelle qu'elle est, selon la hiérarchie des normes, article 55 de notre Constitution, les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à la loi. Donc d'ores et déjà, on pourrait presque s'appuyer dessus. Donc article 36.2, on nous rappelle que le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. Ça veut dire que c'est non seulement ce que dit la personne, mais on va apprécier, par exemple, si elle a dit oui, qu'elle a dit oui, mais est-ce que son oui était véritablement libre? Et là, on réintroduit les circonstances environnantes. Ah ouais, elle a peut-être dit oui, mais céder n'est pas consentir. Elle a dit oui parce que si elle disait pas oui, elle perdait son boulot. Si elle disait pas oui, elle... bref, toutes les circonstances, et ça, elles sont infinies parce que l'imagination des agresseurs est infinie. Alors, ce que ça change en termes de ce que ce changement législatif introduirait dans notre droit, alors traditionnellement en droit pénal, je passe les trois éléments. L'élément légal, ça implique un changement de droit. L'élément matériel, qui est donc l'acte de pénétration ou pour une agression sexuelle, l'attouchement sur des parties connotées sexuellement, qui n'est pas voulu par la victime. Et là, ça va être analysé dans la perspective de la victime. On va se mettre dans ses chaussures, on va dire, mais est-ce que oui ou non, est-ce qu'elle a voulu ou pas cet acte? Et elle va expliquer pourquoi qu'elle ne voulait pas et tous les signes qui montrent qu'elle ne voulait pas. Et donc là, ça va être du cas par cas, évidemment, on va apprécier ça en fonction de son récit. Je rappelle que le récit de la victime, c'est un élément de preuve très important, parce qu'elle y était. Donc elle sait ce qu'elle peut dénoncer. C'est une témoin principale de l'agression. Et ensuite, on va, au titre de l'élément intentionnel, donc se placer là, plus du côté, dans la perspective du mis en cause. Et donc là, ce que je vous décris, c'est ce que fait déjà le Canada, qui a modifié sa loi depuis son code criminel depuis 1992. Donc on a un certain recul sur cette pratique. Donc là, évidemment, il faut qu'il y ait l'intention de se livrer à un attouchement, tout en sachant que l'autre n'y consent pas. Exemple, et là je prends une affaire, dans un restaurant, un bar, et puis la victime est devant le bar, et quand son employeur passe derrière elle en posant les mains sur ses fesses et dit mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ok. Intentionnel ou pas intentionnel? On comprend assez rapidement que c'est plutôt intentionnel, parce qu'on peut dire, excuse-moi, on n'est pas obligé de toucher la personne pour passer. D'accord? Donc il sait qu'il pose délibérément ses mains sur ses fesses. Et puis, ce que rajoute le droit canadien, qui me paraît très intéressant, c'est que, alors en droit canadien, il y a la possibilité de ce qu'on appelle la défense de croyance dans le consentement sincère mais erroné. Donc il a vraiment cru qu'elle était d'accord. Elle a dit oui, mais en fait elle était complètement dissociée, et ça il ne peut pas le savoir parce qu'il ne savait pas qu'elle avait déjà été victime d'inceste ou de viol, et que quand elle dit oui, en fait elle ne pense pas oui à l'intérieur, mais elle a dit oui extériorisme. Bon, ok, ça ce serait cette croyance sincère mais erronée. Il a vraiment pu croire de bonne foi qu'elle était d'accord. Mais simplement, il ne peut pas alléguer cette défense s'il ne s'est pas soucié avant qu'elle était vraiment d'accord. On a l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement de l'autre. Ce qui paraît humainement assez normal, en fait. Quand, rappelez-vous, vert, la couleur verte, on s'assure du consentement de l'autre. On est dans la réciprocité. Et il ne prend pas des mesures raisonnables dans les circonstances dont il a alors connaissance. Alors ça, c'est dans les cas où, par exemple, évidemment, il sait très bien qu'elle a beaucoup bu. Et peut-être même il l'a fait beaucoup boire. Donc là, il est parfaitement informé pour savoir que son consentement ne sera pas éclairé. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change? Donc, si je reprends mes 3 cas de figure, elle a dit non, mais je n'ai pas usé de VCMS, pardon. C'est pas grave. Elle a dit non, on prend en compte le refus exprimé. Elle n'a rien dit, donc je pensais qu'elle était d'accord. Non, il n'y a pas de défense de consentement tacite ou implicite, c'est pas suffisant, puisqu'on doit recueillir l'accord exprimé, extériorisé. Elle a dit oui, et là, on va vérifier donc que ce oui est valable en fonction des circonstances environnantes.
Alors, c'est un changement d'approche légale, parce que très souvent on dit en France, parce que quand même on a inventé le droit. On invente le droit international, enfin on est quand même au-dessus de tout le monde. Et donc, très souvent quand on parle de droit comparé, on dit oui, mais alors on a quand même là une liste de pays qui, ça y est, sont passés à une approche du consentement volontaire dans leur code criminel. On dit oui, mais nous on a la présomption d'innocence. Alors, ils ont aussi la présomption d'innocence. Hein, c'est pas un scoop, on n'est pas là, c'est pas nous qui l'avons inventé. Alors voilà, ce que je voulais dire en conclusion, ce matin, il a beaucoup été dit que les victimes, je ne sais plus qui l'avait dit, se heurtent tout le temps à des stéréotypes. Bah, ça continue, on se heurte tout le temps à des stéréotypes, et le droit est porteur encore de stéréotypes. Notre droit est porteur de stéréotypes. Il y a la question qui a été posée aussi, Bérénice, je crois que c'est toi, qu'est-ce qui est dissible selon le droit? On voit qu'avec cette conception stéréotypée des violences que nous avons, il y a beaucoup de violences qui passent à la trappe parce qu'elles ne sont pas dissibles selon les normes que nous avons. Quand on pense qu'une femme sur 10 seulement dépose plainte, mais parce qu'elle fait le calcul, elle dit « mais moi, je ne coche pas les cases du tout. Alors, moi, il n'y a pas vraiment eu contrainte, moi, il n'y a pas vraiment eu violence, moi, il n'y a pas vraiment... » Et donc, non, moi, je ne coche pas les cases, donc je ne vais pas aller déposer plainte. La Suède, qui a changé sa loi en 2018, a eu plus 70% de condamnations depuis le changement de loi. Voilà, c'est un article du Monde, je n'ai pas été vérifié, c'est une source secondaire, on va dire. En fait, ce changement de loi, pourquoi est-ce qu'il est aussi fondamental? C'est que c'est un changement de paradigme complet. Ça a été dit tout à l'heure, la loi a une fonction pédagogique, c'est-à-dire que quand on est dans un droit de l'abus, c'est un très mauvais message qu'on envoie à nos jeunes garçons et à nos jeunes filles d'ailleurs. Aux jeunes filles, parce qu'on leur apprend que c'est à elles de gérer la sécurité et c'est à elles de gérer les pulsions de ces messieurs, et aux garçons, c'est bon les gars, vous pouvez y aller, juste n'en abusez pas, je l'ai déjà dit. Ce changement de paradigme, ça invite à dire non, tu dois, avant toute chose, être dans cette réciprocité, et donc c'est une nouvelle culture qu'il développe. Et il y a urgence à envoyer ce message, parce que parallèlement, il y a un développement très, très inquiétant de la consommation de la pornographie qui façonne nos imaginaires, qui sert trop souvent de référentiel éducatif aux jeunes. Je rappelle que l'âge de consommation moyenne de consommation de la pornographie est en train de baisser. On était à 13 ans, maintenant on est plutôt à 11 ans. Or, allez passer 1 minute sur Pornhub, vous allez très vite comprendre ce que ça veut dire en termes... Mais le consentement n'est même pas un sujet, en fait. C'est-à-dire que les femmes jouissent d'être victimes, d'être violées, de subir des tortures, de tout ça. Et donc, ça veut dire que leur référentiel, c'est cela. Alors, vous allez me dire, oui, mais non, parce que quand même, toute la porno n'est pas comme ça, etc. Mais intéressez-vous aux 2 procès qui sont lancés actuellement, donc contre Francky et Michel et contre, j'ai oublié l'autre, mais vous trouverez les références très facilement. Et on voit que les proxénètes sont quand même poursuivis pour viol, proxénétisme, torture. C'est pas pour rien. Il y a cette pornographie qui est extrêmement violente et qui nuit donc singulièrement à une construction sereine des relations hommes-femmes. Un dernier mot sur la domination, parce que moi, je pense qu'effectivement, c'est complètement une question de domination, les violences sexuelles. Et quand je pense domination, je pense, j'ai fait, Ukraine, Alice Miller. Alice Miller, c'est pour ton bien, un livre à lire, à mettre dans toutes les mains. Dans C'est pour ton bien, elle a tout un chapitre, voire plusieurs, qui sont consacrés à l'éducation qu'ont reçue Staline, Hitler et je ne sais pas quel autre dictateur. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à Poutine. Je ne sais pas quelle a été son éducation, mais très clairement, il y a un problème de structuration viriliste
et de domination. Et c'est cette domination qui est en train de tuer le monde, que ce soit sur des questions écologiques, que ce soit sur des questions stratégiques et diplomatiques comme on le vit actuellement, et ayant une pensée évidemment pour le peuple ukrainien, ou à cette domination dont les femmes font quotidiennement, massivement les frais dans leur vie, voilà, via les violences sexuelles. Je vous remercie de votre attention. Un très grand merci. On a le temps pour quelques questions. Nous avons rattrapé notre retard quasiment. De nouveau, il suffit de bien utiliser le micro pour que Manon Garcia puisse vous entendre et puis que les personnes qui nous suivent en visio le puissent aussi. Alors, vous nous avez parlé du Canada, qui est effectivement très intéressant parce que ils ont une définition de l'absence de consentement tout à fait intéressante, puisqu'elles servent cette qualification sert de fondement aux poursuites pénales, contrairement à la France. Et est-ce que vous pouvez nous dire si les classements sans suite sont moins nombreux sous cette qualification-là? Est-ce qu'ils sont arrivés par ce biais, finalement, à mieux poursuivre ce contentieux? Alors évidemment, c'est des questions qu'on tout de suite on se dit mais alors c'est super, on a trouvé la poudre magique. Non, évidemment, c'est pas si simple parce que le droit est appliqué par des magistrats qui sont eux-mêmes porteuses et porteurs de stéréotypes. Et donc ce qu'on voit, c'est que au niveau des juridictions inférieures, donc de notre premier degré, on rencontre de fortes résistances et donc on tombe sur des jugements qui sont scandaleux, mais qui sont récupérés dans le circuit cour d'appel ou au niveau de la Cour suprême canadienne. Dernier exemple en date d'un arrêt de la Cour suprême, quelque chose dont je voulais parler et qui est lié à la pornographie d'ailleurs aussi, une affaire où au sein d'un couple, monsieur étrangle madame, soi-disant pour obtenir une suffocation érotique, qui est un schéma totalement pornographique, et elle lui impose des pénétrations, et donc elle tombe elle devient inconsciente, effectivement, et là, il lui fait des choses auxquelles elle n'avait pas consenti. Alors lui, sa défense, c'est de dire, mais elle avait consenti avant d'être asphyxiée et de tomber évanouie. Et la Cour de cassation vient rappeler, la Cour suprême canadienne vient rappeler que non, le consentement doit être continu. Et que donc, à partir du moment où elle était évanouie, elle n'était plus en mesure de consentir et donc fait l'équivalent d'une cassation pour nous. Il y a un autre arrêt très intéressant qui est l'arrêt Evenchuk, qui est un arrêt à lire parce que c'est un bonheur de construction intellectuelle. L'avantage aussi des arrêts canadiens, c'est qu'ils font 120 pages par rapport aux 4 pages de la Cour de cassation où il faut vraiment apprendre à être à moitié devine et lire entre les lignes. Et autre intérêt aussi intellectuel, c'est qu'on a évidemment ceux qui rendent la décision, mais il y a aussi les avis en désaccord. Et donc, on peut vraiment réfléchir et se positionner en fonction des arguments qui sont avancés. Et cet arrêt Evenchuk, c'est un homme qui rencontre une jeune fille dans un mall, un supermarché. Ils échangent quelques mots. Elle lui dit qu'elle cherche du travail. Il dit ça tombe bien, je cherchais quelqu'un. Il se trouve que mon bureau est juste là. Alors, c'était plus ou moins un sculpteur. Il avait son camion devant. Il l'a fait rentrer. Il ferme la porte. Évidemment, elle préférerait que la porte reste ouverte. Et puis progressivement, il l'agresse. Et à chaque fois, elle dit non. Et dans les PV, on a le fait qu'ils reconnaissent qu'elle disait non. Et bon, alors première instance, il n'y a pas agression sexuelle parce que par ailleurs, cette jeune fille a eu un enfant alors qu'elle n'est pas mariée et qu'elle est toute jeune. Donc pas nette la jeune fille quand même. Jugements moraux, stéréotypés sur cette jeune fille, qui oriente d'une façon totalement stéréotypée aussi sur le fait que c'est pas une bonne victime. En gros, c'est pas une vraie agression sexuelle et c'est pas une bonne victime. Et donc, on lit comme ça tout un chapelet de stéréotypes sexistes qui sont relevés par notamment cette juge Claire Leroux-Dubé, qui est une juge maintenant à la retraite, mais qui a fait beaucoup pour
l'identification des stéréotypes sexistes dans le droit au Canada et qui déconstruit tous ces stéréotypes. Elle a dit non, une fois, ça suffit. Le droit ne peut pas reposer sur des stéréotypes sexistes. Donc voilà, on a quelques très très bonnes jurisprudences. Et après ça, je reviens sur, en très bon français, c'est quand même moins pire d'avoir une bonne loi qui nous donne un cap. Et là, je rejoins complètement la conclusion d'Édouard Durand sur cette fonction pédagogique de la loi. Il faut poser des cadres très clairs de façon à ce que ce soit des référentiels sociaux, éducatifs pour les citoyens et citoyennes. Si déjà on a ça, le fait qu'on puisse se référer à dire mais c'est interdit, juste, on ne peut pas faire ça, c'est important. On va retirer une partie des agresseurs qui peuvent jouer sur l'ambiguïté du droit. Voilà, on aura déjà protégé un certain nombre de victimes. Ça ne résout pas tout. On aura encore des juridictions, des magistrats sexistes. Voilà, on a cette jurisprudence-là, on en a régulièrement, mais M. Rosenzweig rappelait les magistrats, ils appliquent le droit. Si le droit change, ils sont bien obligés aussi de changer leur pratique. Oui, quelques réactions par rapport à ce qui a été dit, hein, vraiment très intéressant. S'assurer du consentement de l'autre, oui, mais ça c'est en tout cas peut-être assez récent et nouveau. Et est-ce que nos garçons, les hommes, sont éduqués comme ça? J'étais surprise par le comportement de ma fille et de ses copines vis-à-vis des garçons, avec une proximité que nous ne nous autorisions pas parce que nos mères nous avaient dit ne te mets pas en danger, hein. Donc on n'a pas élevé, enfin en tout cas moi j'ai pas élevé ma fille comme ça, bien que lui ayant quand même donné des consignes, notamment sur l'alcool. Et on a eu une discussion avec ce sujet avec ma fille. Je lui disais, mais quand même, là, vous vous prenez dans les bras, mais c'est quoi votre relation? Vous sortez ensemble? Vous êtes... Non, on est juste copains, maman. Mais enfin, quand même, vous êtes quand même très, 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 très proches. Vous vous bisouillez et tout. Enfin, il n'y a juste pas de relation sexuelle, mais pour le reste, tout y est. Non, mais maman, bon, donc une discussion s'entame, et elle me dit à un moment donné, écoute, maman, vous n'avez qu'à éduquer les garçons. Voilà. Pourquoi ça serait toujours à nous de nous restreindre, de faire attention? Il y en a ras-le-bol. Bon. Et effectivement, elle avait raison. Hein, je pense que si on prévient nos filles, et on peut continuer de le faire, éduquons nos garçons aussi. Voilà. Et effectivement, apprenons-leur peut-être à s'assurer du consentement. Et rapidement, pour témoigner de la difficulté de tout cela, hein, c'est que j'ai eu une affaire une fois très complexe, parce que si vous voulez, la question n'était pas il y a eu du consentement, il n'y en a pas eu, c'était à partir de quand il n'y a plus eu de consentement. Et là, on entre dans la complexité des choses, c'est-à-dire que oui, elle avait consenti pour certaines choses, mais qu'après, visiblement, elle ne l'était plus, sauf que il a fallu tout dérouler, ce qui n'avait pas été fait en amont dans le travail d'enquête, et qu'on a fait à l'audience, et qui nous a pris un temps fou pour essayer, si vous voulez, effectivement, de comprendre ce qui s'était passé et d'établir, sans contestation possible, que pendant tout un moment, il y avait eu consentement, et effectivement, il y avait eu des actes consentis, mais qu'à un moment donné, eh bien, ce n'était plus le cas. Donc, simplement pour dire que tout ça, parler, c'est très intéressant, et effectivement, il faut faire évoluer le droit, mais ça, dans les faits, quand on les juge, c'est extrêmement complexe, et que par ailleurs, je pense que c'est au niveau de l'éducation qu'il faut travailler urgemment. Merci. On va peut-être, dans un souci d'efficacité, prendre 2 ou 3 questions. Oui, demander à Manon Garcia si elle veut. Manon? Ah oui, pardon.
Manon, si vous voulez voilà, intervenir, hein, et puis on Je suis là, continuera après. j'essayais de vous Voilà. faire signe. Ok, super. Merci beaucoup. J'étais très intéressée par l'exposé de Catherine Lemaguerès. Je voulais quand même revenir sur nos points de désaccord parce que je pense que c'est quand même important parce que en fait, il me semble que la conversation qu'on est en train d'avoir implique de distinguer plusieurs niveaux d'analyse. Il y a la question du changement légal. Moi, au fond, je suis pas défavorable au changement que propose Catherine, même si, en fait, je pense que la loi telle qu'elle est marche très bien si elle était correctement appliquée. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a la question ensuite de son application et que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les magistrats resteront sexistes et c'est comme ça. Et il me semble que le problème numéro un dans la situation actuelle, c'est le budget de la justice, le sexisme des magistrats et que changer la loi risque de ne pas changer grand-chose là-dessus. Et ensuite, il y a un troisième niveau qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble quand même important, c'est la question de savoir si le droit peut quoi que ce soit sur les violences sexuelles. Et moi, j'ai pas mal lu là-dessus ces derniers temps et je pense que c'est quand même une question qu'il faut soulever dans le sens où, comme le disait Catherine, dans la situation actuelle des choses, à cause de la façon dont marche le droit et du budget qu'il a et du sexisme des magistrats, les victimes portent peu plainte, que surtout les plaintes donnent lieu à peu de condamnations. Mais par ailleurs, on sait que les condamnations n'ont aucun impact sur le taux de récidive, que les condamnations ont des biais racistes et classistes qui posent problème. Donc, je pense que c'est aussi important de se poser la question plus largement que peut le droit sur les violences sexuelles? Est-ce qu'on a raison? Moi, je suis d'accord avec Catherine et Édouard Durand sur la question de l'effet pédagogique de la loi, etc. Mais bon, la plupart des juristes sont en désaccord avec ça. C'est pas du tout une idée qui va de soi pour tout le monde que le droit est là pour faire avancer les choses sur le plan politique et social. Je pense que c'est quand même des questions qu'il faut poser sur ce qu'elles sont et aussi, voilà. Moi, je suis pas tout à fait convaincue qu'on puisse vraiment parler enfin. Je suis embêtée parce que je suis d'accord avec Catherine sur le fond et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord sur cette question de la présomption de consentement. Je pense que c'est impossible d'imaginer à quoi ça correspondrait une non-présomption de consentement. Ça veut dire que quand vous couchez avec quelqu'un, il y a présomption de viol. Donc, ça veut dire qu'il y a présomption d'on risque 15 ans de prison à chaque fois qu'on couche avec quelqu'un. Ça me paraît compliqué. Je trouve que c'est très bien la loi sur la présomption irréfragable de non-consentement des mineurs de 15 ans, mais Catherine parlait de cette différence entre, de cette clause Roméo et Juliette, qui est vraiment un titre atroce sur les 5 ans de différence d'âge, mais au fond, on veut pouvoir envisager qu'il puisse être possible d'avoir des rapports sexuels entre personnes de 15 ans et de 18 ans qui ne soient pas automatiquement des viols. Je veux dire, je pense qu'il faut quand même... voilà, je pense qu'il faut réfléchir à cette idée que il y a aussi... C'est aussi important de réfléchir à la façon dont le consentement a été utilisé pour empêcher la sexualité des jeunes, empêcher la sexualité des fous, empêcher la sexualité des vieux. Voilà, on n'a pas parlé de ça, mais je veux dire, il y a toute une question sur comment les personnes qui sont démentes peuvent avoir des rapports sexuels ou pas. Je pense que c'est important. C'est pour ça que moi, je propose
d'avoir une réflexion sur le plan moral avant d'avoir une réflexion sur le plan juridique, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a plein d'aspects de la réflexion qu'on a évacués dans la discussion. Voilà, je voulais juste dire ça. Catherine, est-ce que Oui, tu veux peut-être, parce que répondre c'est déjà- Alors, enfin, oui, peut-être. D'abord, Ouais, tu réponds. Oui. J'oublie pas vos observations. Je vais peut-être commencer par ce qui est plus du fond. Très rapidement, sur le budget de la justice, oui, évidemment. On a une tribune des magistrats qui a été signée par plus de 6000 magistrats et personnels de la justice et c'est tellement rare qu'il faut le souligner, qui dénoncent les conditions de travail dans les tribunaux. On le sait, voilà, quand un procureur rentre de vacances, et je l'ai observé, et qui se retrouve avec 1 mètre de linéaire de dossier à traiter parce qu'il a eu le malheur d'être absent pendant une semaine en vacances, et que voilà, la décision, elle se fait comment? On a un dossier qui, en enquête préliminaire, fait 10 pages, parfois 15, parfois 50, et on sait qu'on a 5 minutes pour prendre une décision. Ça explique une large part des classements sans suite, parce que du coup, on n'a que le temps de lire la petite synthèse qui est faite dans le procès-verbal de synthèse sur le dessus de la pile, et que cette synthèse est faite par un policier ou une policière qui n'est pas forcément formée sur ces questions-là, qui veut dire, en gros, il ne dit pas comme ça, mais pas vrai viol, c'est ce qu'on comprend à la synthèse, et hop, classement. Voilà. Et ça, c'est totalement lié aux conditions de travail déplorables de la justice, mais du secteur médico-social, mais de l'université, ça a été dit ce matin, de nos services publics en général. Est-ce que parce qu'on n'a pas les moyens de bien traiter, on va faire porter aux victimes le fait de ne plus les traiter? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit la justice dysfonctionne, donc ne saisissons pas la justice? Non, saisissons la justice et exigeons, c'est-à-dire engageons la responsabilité de l'État à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement judiciaire. Je pense qu'il y aurait peut-être davantage de moyens qui seraient mis dans la justice. Sur le biais raciste-classiste, oui, évidemment qu'il existe, je te rejoins complètement, mais là aussi, c'est pas parce qu'il y a des biais racistes-classistes qu'on doit ne plus traiter les violences sexuelles, c'est qu'on doit affronter l'ensemble des situations et dénoncer aussi que, et ça, l'étude de Véronique Le Goaziou sur les viols à la cour d'assises qui a été publiée à la Documentation française le montre bien. Qui est condamné pour viol? Les pauvres et les étrangers. Et c'est vrai. Mais oui, mais attaquons-nous, donc ça, en amont, arrêtons de classer sans suite. C'est qui est condamné en général. Oui, alors oui, c'est moi, je parle de ce que je connais. Mais oui, par ailleurs, attaquons-nous à Duhamel, donc plutôt contre la prescription. Sur est-ce que le droit peut quoi que ce soit pour les violences sexistes ou sexuelles, enfin contre les violences sexistes et sexuelles? Je pense que oui, et on a quelques études. Alors, elles sont assez rares, je pense qu'elles devraient être beaucoup plus nombreuses. Une que tu dois connaître, puisqu'elle a été faite sur un campus états-unien, où on demande aux étudiants, aux garçons, dans une fraternité, est-ce que si vous êtes certain d'être poursuivi, condamné, vous violez? Ils disent non. Et on a la même étude de l'ONU, alors là, faite auprès d'hommes dans des pays d'Asie, Corée, j'ai oublié, 4 ou 5 pays d'Asie dans ce coin-là, et on a exactement les mêmes résultats. Donc oui, le droit a quand même un petit pouvoir d'empêcher de passer à l'acte, parce qu'on sait que si on est pris, ça peut coûter cher quand même. Voilà. Sur 15 ans, 18 ans, mais du coup, 15 ans, 18 ans, on n'est plus dans l'interdit légal, mais je sais que c'était ça. Encore une fois, et M. Dupond-Moretti... 14 ans, pardon, 14 ans. Puisque donc c'est jusqu'à l'anniversaire des 15 ans qu'on est protégé, au-delà de 15 ans, au-delà de l'anniversaire, on n'est plus protégé par cet interdit légal. Monsieur Dupond-Moretti, vous l'imaginez bien, vous voyez bien le personnage, dit « Moi, je ne suis pas le censeur des amours adolescentes. » Oui, mais nous, personne ne l'est, évidemment. Mais il ne s'agit pas d'amour, justement. On est bien là, on voit bien comment la collusion, on t'embrouille la tête en parlant d'amour adolescente. On parle d'agression sexuelle, de violence. On n'est pas dans l'amour, là. On n'est pas du tout. Mais non, mais justement, non, je suis pas d'accord. Attends, Mario, moi, j'ai couché à 14 ans on est avec dans un quelqu'un de autre 18 registre ans, lexical. Et c'était pas du viol. Non, pardon, on est parce que dans là, un autre registre. C'est pas possible de considérer systématiquement que des gens qui ont 4 ans de différence, c'est forcément du viol. Vous ne pouvez pas décider, au nom du féminisme, que ça ne peut pas être de l'amour. C'est compliqué quand même. Enfin, de quel droit, en fait? Alors, moi, je dis, il peut y avoir
On est bien d'accord qu'il peut y avoir une relation parfaitement consentie entre 14 ans et 19 ans. Il se trouve qu'au moment où on votait cette loi et que cet amendement était déposé, j'intervenais dans une classe de lycée professionnel d'élèves de seconde ou première. Bon, alors lycée professionnel, c'était que des filles parce que j'étais dans une classe d'aide à la personne et donc ségrégation, etc. Aide à la personne, on a 98% de filles dans la classe. Et je les ai fait travailler sur l'amendement. Donc, je leur ai dit, ben voilà, l'amendement, qu'est-ce que vous en pensez? Et unanimement, elles ont dit, madame, c'est dégueulasse. À 14 ans, on est un bébé. On est au collège. Les lycéens, ils sont super grands. Puis 18 ans, en plus, en général, sauf si on a loupé des classes, on a redoublé des classes, on est sorti du lycée. Et donc, on a une maturité psychologique, intellectuelle, physiologique qui est totalement différente. Et donc, la loi, elle est faite pour qui? Elle est faite pour le plus grand nombre. Elle est faite pour protéger le plus grand nombre. Et donc cet interdit-là, s'il a été posé, c'est pour protéger ceux qui, en majorité, sont encore des enfants à 13 ans, à 14 ans et jusqu'à leurs 15 ans. Alors après ça, pour qu'il y ait... il n'y a pas d'automaticité, il faut qu'il y ait une plainte de déposer pour que la personne soit poursuivie de toute façon. Donc si la jeune fille ou le jeune garçon est très content avec ça, d'abord il ne va pas en parler à ses parents et il vivra sa vie amoureuse très tranquillement. Par contre, celle ou celui qui a ressenti une pression et qui va en parler à ses copains et il sera protégé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'immense majorité des situations. Et après ça, je fais confiance aux magistrats pour individualiser la peine. De toute façon, c'est un principe du droit, en disant, bon, là, quand même, ils étaient très amoureux. Manifestement, c'est une plainte qui est déposée par les parents qui ne sont pas contents que leur fils ou leur fille ait des relations sexuelles sitôt, etc. On a les moyens de tenir compte du cas particulier. Même quand il y a une présomption irréfragable de non-consentement? Ce n'est pas une présomption irréfragable, on est dans un interdit légal, comme le pose l'Angleterre, comme la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu dans un arrêt de 2001 que les États pouvaient faire ça et que ce n'était pas une atteinte aux principes fondamentaux du droit. C'est très important, en disant que l'intérêt supérieur de protection de la minorité autorisait les États à poser cet interdit légal. Donc si on a l'accord de la Oui, mais CEDH, dans la loi française, là, telle qu'elle est, c'est une présomption irréfragable de non-consentement des mineurs de 15 ans. légal. Une présomption, c'est un mécanisme d'inversion de la charge de la preuve. Donc, c'est un mécanisme de preuve. Là, on n'est pas on ne pose pas la question de la présomption. Ça s'appelle une présomption irréfragable, donc. Non, ça ne se pose pas en termes de régime de preuve, c'est un interdit légal. On dit ça, c'est interdit. Dans cette configuration, c'est interdit. On ne se pose pas la question du consentement, en fait. C'est hors sujet. Le consentement est hors sujet pour les mineurs de moins de 15 ans, avec quelqu'un de plus de 18 ans. Tout comme on ne dit pas à propos de l'interdiction de l'homicide qu'il s'agit d'une présomption irréfragable d'interdiction de tuer. C'est juste un interdit légal qui est posé par le Code pénal et qui interdit l'homicide. Peu importe, après, le consentement de la victime, peu importe, on s'en fiche. Absolument. C'est pas... Et alors, puisque j'ai le micro... Ah oui. Attends, je réponds juste, madame. L'éducation des garçons, oui, bien sûr, mais l'éducation ensemble, puisque maintenant, on a dans l'immense majorité des classes mixtes, éduquons-les ensemble à se respecter et à tenir compte de l'autre. Voilà. Moi, j'ai ma plus jeune fille qui me renvoie plutôt des signes positifs là-dessus, alors avec plein de bémols. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Delphine Dilly, Sexe sans consentement, qui est un très très bon documentaire où un jeune homme, il doit avoir entre 20 et 25 ans, est interviewé, il y en a plusieurs qui sont interrogés. Qu'est-ce que c'est pour vous le consentement? Et il dit, moi je sais très bien, le consentement, il fait ce geste, c'est le remettage des cheveux. Quand une fille fait ça, ça veut dire qu'elle est consentante. Il y a du travail, on voit bien. Hein, alors le consentement, en intervention collège-lycée, pour moi il y a les 3 oui. Il y a d'abord s'interroger sur son désir. Est-ce que j'ai vraiment envie? Et ça c'est soi avec soi-même. Geneviève Fraisse le décrit bien aussi. Ensuite, il y a, ok, je désire vraiment, mais est-ce que je veux vraiment? Il y a ma volonté. Peut-être que j'ai un petit copain, j'ai pas envie de le trahir, même si lui est très charmant. Bon, voilà. Et donc, je peux avoir un désir, mais ma volonté va me dire non, j'ai pas envie. Je veux pas.
j'ai envie, mais je veux pas. Donc, s'il y a un oui qui manque, bah non, ça veut dire que c'est non. Et puis, le troisième oui, c'est le oui que je dois extérioriser. Donc, c'est celui dont l'autre est au courant. Mais on peut aussi apprendre à s'enquérir des 3 oui. Est-ce que tu as vraiment le désir? Est-ce que tu veux vraiment? Et puis, bon, comment tu l'extériorises? Et puis, il va de soi que son consentement, on a évoqué tout à l'heure la question du retrait du préservatif. Bah oui, on dit oui à une personne, bien sûr, pas à une autre. Donc, c'est intuitu personae, comme on dit. Je vous rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 janvier 2019, où un homme d'un âge certain se faisait passer plus ou moins pour Brad Pitt, disait qu'il était un cheater d'intérieur, avait mis des photos de mannequins comme profil, et puis promettait une nuit de folie à des femmes qui étaient peut-être un peu naïves et qui se faisaient prendre au jeu. Et en plus, il y avait tout un jeu de, comme c'était une nuit d'amour incroyable, elle mettait un bandeau sur les yeux quand elle rentrait dans l'appartement. Il avait une relation sexuelle avec elle, ou elles avaient une relation sexuelle avec lui, et après l'acte, il retirait le bandeau, et là, elle se retrouvait devant quelqu'un dégoulinant, et pas du tout Brad Pitt, quoi. Et donc, il y avait un élément de surprise, parce qu'elles avaient dit oui à Brad Pitt, pas au gars dégoulinant. Et donc, il y a eu quand même plein de pénalistes dans les commentaires sous cette décision de la Cour de cassation pour dire, quand même... alors, il y en a plein qui ont dit oui, c'est normal, oui, il y a l'élément de surprise, elles ont dit oui au mannequin et pas à l'autre, mais il y en a plein qui ont dit quand même, elles ont dit oui à la surprise aussi, elles ont dit oui à l'aventure qui était proposée. Donc, si elles sont naïves, tant pis pour elles. Et on voit à quel point c'est clivant, en fait, même cette analyse-là. Donc, je reviens, c'est intuitu personae, on dit oui à une personne et pas à une autre, on dit oui à des circonstances, donc oui, moi je dis oui à une relation avec un préservatif. À partir du moment où le préservatif disparaît, ce qui est une grande pratique, ce qu'on appelle le stealing en anglais, qui est manifestement quelque chose qui se développe. Donc on fait croire qu'on met un préservatif et puis en douce, on le retire pendant l'acte. Et donc évidemment, pour la femme, risque de grossesse, je ne vous fais pas le dessin. Et puis tromperie, parce que oui, j'ai dit oui. Et donc pour moi, à partir du moment où on retire le préservatif, il y a viol, parce que je n'ai pas dit oui à une relation non protégée. Et puis oui, c'est un acte, là je rejoins votre question, c'est un acte, c'est un consentement qui doit être continu. Donc je peux dire oui au début, je peux dire oui à ce que beaucoup appellent les préliminaires, qui, comme le dit Florence Moreno, très souvent les préliminaires, c'est comme le plat principal pour les femmes, et s'arrêter là. Alors là aussi, ça peut être très frustrant pour l'autre, mais si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Et on n'a pas à... Voilà, mon oui n'est pas un oui inconditionnel. Et donc, c'est très complexe, parce qu'effectivement, pour beaucoup d'hommes, c'est... de toute façon, c'est oui... dans certains, c'est elle a accepté de prendre un coca, donc c'est bon pour la suite. Oui, donc là, évidemment, c'est clair pour tout le monde que non, ça marche pas. Mais elle a accepté de venir dans mon appart, donc c'est bon. Non, c'est pas bon. Elle a juste accepté de venir prendre un dernier verre dans l'appart. Pas forcément autre chose. On a malheureusement juste le temps pour une dernière question. Alors, on peut peut-être poser les 3 questions et puis on verra s'il y a des points communs, puisqu'il y a 3 personnes qui voulaient prendre la parole. Ok. Alors, brièvement, donc Diane Roman. Je voudrais revenir sur les effets de la proposition de reformulation législative que tu fais, Catherine. Je suis tout à fait d'accord avec son esprit général. Sur ces effets, je crois, et ça, pour continuer à répondre à votre remarque, il ne me semble pas que le plus important soit de réfléchir à l'augmentation du nombre de condamnations qui résulterait d'une modification législative. Le but d'une telle réforme législative, ce n'est pas qu'il y ait plus de condamnations, c'est qu'il y ait moins d'infractions. Et pour qu'il y ait moins d'infractions, il faut une loi qui soit claire et une loi qui pose des principes simples. Et il me semble que la complexité de la rédaction actuelle du Code pénal français ne permet pas cette intelligibilité nécessaire. Personne ne sait ce que c'est que violence, contrainte, menace, surprise. Le consentement, Manon, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une notion hyper compliquée, mais quand même, les kidams de la rue peuvent mieux le cerner que ces notions de violence, menace, contrainte ou surprise. Donc, il me semble que l'incrimination doit être changée, quitte à ce que la notion de violence, contrainte, menace ou surprise ne soit pas nécessairement supprimée, mais au lieu de devenir des éléments constitutifs de l'infraction, ce seraient des éléments probatoires
probatoire et non limitatif, c'est-à-dire qu'on pourrait prouver l'absence de consentement, notamment, et l'adverbe est important, notamment par des actes de violence, contrainte, menace ou surprise. Alors, mais c'est sur les effets de cette nouvelle rédaction que je m'interroge. Alors, tu as très bien répondu à la question de l'effet sur la présomption d'innocence. Une telle modification législative n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la présomption d'innocence, mais elle permettrait simplement de clarifier les éléments constitutifs. En revanche, je m'interroge, parce que ça revient souvent dans le débat, je m'interroge sur un effet qui est mis en avant par les opposants à cette réforme, donc les partisans du maintien de la rédaction actuelle, et qui disent l'intérêt d'avoir ces critères de violence, menace, contrainte ou surprise comme élément constitutif de l'infraction, et que les jurés, la cour d'assises, ne va pas de ce fait examiner le comportement de la victime, elle va se focaliser sur le comportement de l'auteur de l'infraction, de la personne poursuivie. C'est-à-dire que concrètement, pour établir la matérialité de l'infraction, on va regarder ce qu'a fait la personne poursuivie, a-t-elle usé de violence, menace, contrainte ou surprise, et on ne va pas s'intéresser à ce qu'a fait la victime, a-t-elle manifesté son refus de la relation sexuelle qui lui a été imposée. Je ne suis pas convaincue du tout par cet argument, parce que tout ce que les minutes des procès en assises nous montrent, c'est que ce qu'on regarde en premier, c'est le comportement de la victime. Est-ce qu'elle était habillée décemment? Est-ce qu'elle n'était pas ivre? Est-ce qu'elle n'était pas, prenait pas des substances illicites, etc. Bref, tout le procès actuel tourne autour du comportement de la victime. Mais comment faire pour justement arriver à répondre à ces exigences, notamment du droit européen, de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous dit, dans l'arrêt JL contre Italie de 2021, il faut arrêter la revictimisation des victimes, il faut arrêter ces stéréotypes sur la sexualité et le comportement des femmes qui portent plainte. Donc comment faire pour arriver à ce qu'effectivement le procès pour viol soit le moment où ce soit le comportement de l'auteur de l'infraction potentielle qui est examiné et pas l'attitude de la victime. Merci beaucoup. Alors oui, je suis Anne Grandénon, donc normalement on se connaît déjà, mais je me présente pour les autres. Je précise juste avant de poser ma question que je suis d'accord avec Manon sur la question de l'écart d'âge de 5 ans. Pour moi, l'interdit vient de l'atteinte sexuelle, et c'est pas la même chose de dire il y a un interdit posé par la loi, et effectivement je suis d'accord sur le fait qu'il est parfaitement légitime de poser cet interdit en termes collectifs. Mais c'est pas la même chose de poser cet interdit comme on le fait grâce à l'atteinte sexuelle, et de dire à des personnes que si une personne âgée de 18 ans, alors qu'elles ont moins de 15 ans, a une relation avec elle, y compris si elles l'ont profondément désiré, ce sera un viol. Pour moi, c'est quelque chose qui est problématique, et je rejoins Manon là-dessus. Donc je pense que l'interdit est légitime, mais pas sous cette forme-là. C'était juste pour exprimer cette position-là. Je pense que ça change un peu les choses. Ma question, ça portait sur le statut du consentement verbal dans vos deux interventions. Manon, j'ai l'impression que tu le poses en fait un peu comme si on appréhendait le consentement comme s'il allait forcément être verbal dans ton raisonnement, et il me semble qu'il y a à certains moments des problèmes qui seraient levés si on prenait en compte les formes de communication non verbale, parce que dans ce cas-là, nos expériences, elles seraient intelligibles en termes de consentement communiqué ou au contraire de non-consentement communiqué, à condition de prendre en compte des formes de communication non verbale spécifiques et pas des stéréotypes du genre elle a accepté, elle est montée chez moi, hein, ce qui ne sont quand même pas la même chose que la question est-ce que quand j'ai une relation sexuelle, la personne qui est sous moi est inerte ou au contraire manifeste des signes de participation. C'est quand même des choses qui relèvent de la communication non verbale et de l'interaction qu'on peut objectiver, sur lesquelles on peut construire la question du consentement, qui sont effectivement pas faciles à appréhender, mais c'est tout l'intérêt quand même d'une description pratique. Et je pense que c'est quand même ces choses-là qu'on a en tête. Est-ce que c'est légitime de dire « je pensais qu'elle était d'accord » quand une personne est inerte et n'a pas de réaction ?
Est-ce qu'on a besoin de dire il faudrait rechercher un consentement explicite finalement? Est-ce que la réponse, elle n'est pas déjà sous nos yeux à partir du moment où on prend en compte des choses qui ne relèvent pas forcément du verbal, mais qui pourraient être bien dans la recherche d'une communication, l'attention à l'autre, l'attention à ses réactions de façon suffisamment spécifique. Et je pense qu'une question qui va être liée à celle-ci, c'est de savoir si en fait on a besoin de concepts ou si on a besoin d'éclaircir l'extension qu'on met sous ces concepts. Ce que dit Suzanne Estrich en 87, ça me semble toujours d'actualité. Finalement, force ou consentement, peu importe. La force, c'est aussi manipuler un corps pour le pénétrer. On peut mettre cette description sous le concept de force. La question, c'est juste que la jurisprudence ne le fait pas. Et je pense qu'en fait, à chaque fois, les discussions qu'on a reconduisent ce problème d'interprétation des actions très précises et donc de la description qu'on va en avoir. Du coup, ma question ne doit pas être très claire, mais je ne sais pas si on peut rebondir là-dessus. Merci, je vais faire très bref parce que je vois les organisatrices qui se tendent. Mais je suis Stéphanie Annette Vaucher, je voulais juste rebondir sur peut-être essentiellement ce que disait Manon Garcia. Je suis très sensible à beaucoup des points qui ont été évoqués, mais juste peut-être une réaction très rapide sur la remarque qui consiste à dire le droit est très bien comme il est s'il était correctement appliqué. Ça me perturbe un petit peu comme mode de raisonnement parce que en réalité, il me semble que le travail d'analyse qu'on fait comme juriste, et en particulier comme juriste un petit peu attentif au droit comme une construction sociale et qui est précisément un des lieux où se nichent et se perpétuent des logiques inégalitaires, de domination, etc., dont on parle depuis ce matin, c'est précisément de ne regarder le droit que tel qu'il est appliqué. Donc, en fait, pour moi, la remarque, le droit est bien ou serait bien s'il était appliqué correctement, en fait, pour moi, c'est un peu quelque chose d'un petit peu contradictoire, parce que le droit, en réalité, il est la manière dont il est appliqué. Il n'y a pas d'autre droit que le droit tel qu'il est appliqué. Et donc, si en effet, comme le dit Catherine, comme l'expliquent d'autres, la réalité judiciaire de celle des violences sexuelles qui sont effectivement condamnées, si cette réalité-là, c'est effectivement les violences les plus extrêmes, les plus caricaturales, et que tout le reste passe complètement au travers des mailles du filet, c'est ça, en fait, la réalité. C'est ça, la construction par le droit de la violence sexuelle illégitime. C'est celle qui, effectivement, est la plus extrême, s'apparente à la torture, etc. Donc, voilà, c'était juste une petite réaction là-dessus. Alors, ça vient peut-être de perspectives presque épistémologiques différentes sur l'objet dont on parle. Mais voilà, c'était juste pour mettre ça dans la conversation. Je crois quand même que il y a un certain nombre d'entre nous pour qui le droit est précisément, et n'est que cela, la manière dont il est appliqué. Oui. Merci, je vais juste répondre brièvement là-dessus, parce que je pense que c'est très important. Mon problème, si vous voulez, c'est que je pense que il y a énormément de cas de sexe non consenti qu'on ne veut pas pénaliser comme viol. On ne veut pas que la loi nous dise que si on fait ça, ça équivaut à 15 ans de prison. Je pense qu'il y a des façons de contourner le problème comme les Suédois l'ont fait, mais je pense par exemple que le viol par négligence, c'est un abus de langage d'appeler ça du viol. Je pense qu'il faudrait trouver un autre mot, enfin on pourrait en discuter. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'il me semblait qu'il y avait dans la définition légale française du viol par contrainte, menace, violence, surprise, la possibilité d'utiliser cette définition pour faire le travail qu'on voudrait que la réforme que propose Catherine fasse. Et donc, ce que je voulais dire par le droit tel qu'il est suffit, c'était de dire, il me semble que le problème, c'est plutôt comment la Cour de cassation interprète
la contrainte, par exemple, qu'est-ce que c'est, quel sens juridique on donne à celui de contrainte, et que si on avait une définition, une conception plus large de la contrainte, on pourrait tout à fait considérer que l'avantage de cette définition, c'est qu'elle est plus précise et que donc on ne risque pas l'objection d'anticonstitutionnalité parce que ce serait trop vague de simplement dire consentement, et que ça permettrait néanmoins de recouper toutes les expériences de sexe non consenti qu'on voudrait pénaliser. Donc c'est ça que je voulais dire. J'entends bien l'idée que le problème c'est la réalité judiciaire, etc. Mais il me semble que le problème c'est plutôt ce que la jurisprudence fait porter au terme de contrainte que le fait de définir objectivement le non-consentement par ces quatre catégories. Mais j'entends qu'on puisse ne pas être d'accord. Sur la question posée par Anne sur la communication non verbale, en fait, je ne sais pas. C'est une question que je me pose beaucoup. Je pense que ça dépend du rôle que l'on entend faire jouer au consentement. Mais si on considère le consentement d'abord comme une sorte de passe sanitaire du rapport sexuel, de est-ce qu'on a le feu vert ou pas pour commencer le rapport sexuel, il me semble que la communication non verbale, c'est trop dangereux comme critère, et que si on voulait, par exemple, changer la norme de consentement vers une norme de consentement affirmatif, je vois bien comment un magistrat pourrait dire « Est-ce que vous avez demandé à la personne si elle était d'accord ?» Je vois moins bien le magistrat dire « Est-ce que vous avez eu des signes de communication non verbale d'accord ?» parce que simplement, on s'accorde moins, me semble-t-il, sur la communication non verbale. Après, pour ce qui est du consentement que moi, je préconise dans mon livre, et je pense que Anne, on est d'accord là-dessus, sur la question du consentement pendant l'acte sexuel, évidemment, la communication non verbale doit pouvoir être prise en compte. C'était tout le sujet du débat sur la loi californienne, de dire est-ce qu'on va dire ah mais là est-ce que je peux te retourner, est-ce que là je peux faire ci, est-ce que là je peux faire ça, qu'en fait il faudrait pouvoir avoir une communication non verbale reconnue dans ce contexte-là. Mais il me semble tout de même que cette idée de dire tout ce qui n'est pas clairement un oui est un non est une idée déjà de plus en plus répandue sur le consentement, et est une idée qui a quand même une certaine utilité, quoi. Je pense que la communication non verbale, ça obscurcit encore cette ligne qui me semble importante entre la volonté et le désir, et le souci de ne pas aller contre le désir de l'autre ou apparaître, enfin tout ce truc, je sais pas, là, ma fille qui a 2 ans, là, je lui ai acheté un livre sur le consentement qui dit des trucs vraiment d'américains, quoi. Ça dit everything that is not yes is a no, et il montre voilà, peut-être un peu plus tard, pourquoi pas, tout ça, l'idée que tout ça ce serait des non, ça me semble ouvrir la possibilité de meilleures relations sexuelles. Après, sur le plan juridique, ça me paraît difficile de considérer que si on dit à quelqu'un « est-ce que tu veux coucher avec moi ?» et que la personne dit « pourquoi pas », c'est un non, et que par conséquent, il y a eu viol. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre la question pénale et la question morale. J'entends plus rien, mais je... D'autant plus qu'il y a des conséquences. Oui, on va peut-être reprendre la réponse. Allez-y. Non, on disait juste qu'il y avait des conséquences graves avec l'inscription 20 ans de fichier des auteurs de violence. C'est une stigmatisation Oui. qui est quand même terrible.
qui, dans le quotidien, parfois, peut avoir générer des choses très douloureuses lors de contrôles de police, hein, où il peut arriver que les policiers s'amusent, hein, de contrôler. Enfin, j'ai des retours, moi, de certains condamnés qui sont terribles, et ça pose la question du droit à l'oubli, pardon. Juste pour répondre à ta question, Diane, ton observation, évidemment, l'objectif, c'est pas d'avoir plus de condamnations. Je soulevais le chiffre suédois, parce que s'il y a plus de condamnations, ça veut dire aussi qu'il y a plus de plaintes. Donc c'était plus le dévoilement des violences que l'on souhaite quand même que les personnes puissent les dévoiler. Mais évidemment, je suis pas spécialement pour la prison, parce qu'on n'a pas parlé des prisons, mais c'est aussi pas du tout même le lieu où on a les moyens de faire changer les personnes, très clairement. Sur ton interrogation, comment est-ce qu'on va faire pour s'intéresser plus au comportement de l'auteur et non pas à celui de la victime? Je te rejoins évidemment sur le fait que le comportement de la victime est au cœur du procès en permanence. Faudrait assister ce que je n'ai pas fait, à des audiences canadiennes pour voir comment ça se passe, mais il me semble le fait de poser à l'agresseur, aux mises en cause, la question de quelles mesures raisonnables vous avez prises pour vous assurer du consentement de l'autre est une question intéressante, parce que justement on rebraque le projecteur sur l'auteur et non pas sur la victime. C'est vraiment, et après ça, il peut répondre ce qu'il veut, il peut mentir aussi, et la preuve repose, la charge de la preuve repose toujours sur le parquet, donc il n'y a pas d'inversion de la charge de la preuve. Mais si on rajoute le droit européen, c'est aussi en fonction, et le droit canadien d'ailleurs, c'est aussi en fonction des circonstances environnantes. Donc c'est là où ça va être le cas par cas. C'est que si on a un différentiel de pouvoir très important, on va d'autant plus blinder la vérification des mesures raisonnables. Si c'est un vieux couple, entre guillemets, des gens qui se connaissent bien, qui ont une habitude de relations notamment sexuelles, on va avoir une exigence qui est différente. Donc ça, c'est difficile de faire une réponse généraliste. Mais j'entends à la fois la critique sur le fait que, dans toute la crainte qui est évoquée, qui est présentée comme on va encore passer son temps à demander ce que la victime a fait, ce qu'on fait déjà. Donc pour moi, ça ne change pas. Voilà, je crois que c'est... Ouais, j'ai répondu. Attends. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Manon Garcia, merci Catherine. Gaëlle Marty a dû momentanément s'éclipser pour gérer une question urgente. Mais je vous remercie à toutes et toutes aussi pour votre présence dans l'auditoire. Nous allons clore la première journée du colloque. Et alors pour les intervenants, il y a un dîner qui est prévu ce soir. Et puis pour les autres, eh bien, nous vous retrouvons demain je crois que nous commençons un tout petit peu plus tôt, mais pas beaucoup plus. Non, pas du tout. Nous commençons à 9h. Voilà.